Bonsoir, merci d'être sur Spectrum Télévision pour cette nouvelle édition de Cartes sur table. Bienvenue. Dans un contexte marqué par un déplacement massif des enfants pour les vacances, le trafic routier se densifie et malheureusement les accidents de la circulation s'intensifient. Selon des données statistiques nationales officielles, près de 1200 cas d'accidents de la route sont enregistrés par an au Cameroun, environ 850 personnes tuées, plus de 800 milliards de pertes financières, soit environ 10% du budget de l'État dû aux accidents de la circulation. L'émission d'aujourd'hui pose le problème sur la table afin de comprendre d'où proviennent les défaillances, comment les résorber, comment encadrer davantage les activités des acteurs, notamment les agences de voyage, les auto-écoles, les centres de visite technique et surtout les usagers de la route. Et pour en parler, 4 panélistes, que d'experts sur le plateau. Bruno Lambo, vous êtes secrétaire national au développement du PURS, Peuple uni pour la rénovation sociale. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Mozico, c'est Bruno Lombo. Bruno Lombo. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les compagnonnistes, bonsoir à la communauté du PURS qui me suit et bonsoir à tout le peuple camerounais. J'espère que nous aurons un échange fructueux ce soir. Eh bien, évidemment, on aura un échange fructueux, surtout intéressant. Je vous accueille avec cette question d'entrée, si vous le permettez. La ville de Douala a vibré le week-end, Bruno, dernier, au rythme des rassemblements populaires suite au retour au Cameroun du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Face à la réaction musclée des forces de l'ordre, Bruno, quelle est votre position? Liberté publique bafouée ou opération normale de sécurisation de la ville? Alors, déjà, il faut dire que c'est justement une information, bien une actualité qui a déployé la chronique ce week-end. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que dans un état de droit, il est important que les uns et les autres respectent effectivement cet état de choses. C'est donc important de dire que lorsque a besoin de s'exprimer, si tant est que son mode d'expression ne nuit pas, n'est-ce pas, à la tranquillité ou à l'ordre public, je ne vois pas pourquoi on interdirait une quelconque manifestation. Maintenant, on voit souvent les autorités camerounaises faisant parfois un excès de zèle, parce qu'on ne comprend pas pourquoi, à l'annonce même du retour de ce protagoniste-là, il y avait déjà toute une armée qui attendait. Donc peut-être que c'est utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Peut-être que ces événements-là n'auraient peut-être pas eu une résonance particulière si tout ce déploiement-là ne s'était pas fait autour de cette actualité. Donc, ce n'est que déplorable. Nous ne pouvons que déplorer cette situation qui fait que certains membres de l'opposition sont parfois menacés, parfois muselés. Cela n'encourage pas l'état de droit, ça ne nous rassure pas sur le rôle de protection que les forces de l'ordre ont justement comme rôle vis-à-vis des populations, tout au contraire. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que tout le monde, la société civile, les Camerounais, chacun a sa part de responsabilité dans ce qui peut arriver ou bien dans ce qui pourrait arriver. Merci Bruno, merci d'être avec nous pour ce débat. Auguste Etouké, vous êtes homme politique, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et par ailleurs directeur de la police municipale à la commune de Douala 1er. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. On va commencer d'emblée à dire que la première présentation était bonne. Je suis homme politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais je ne suis pas le directeur de la police municipale, je suis le responsable de la fourrière municipale. En fait, il y a une différence entre la police municipale et la fourrière municipale. Moi, c'est la fourrière municipale de Douala 1er. D'accord. En tout cas, merci et merci d'être avec nous pour ce débat. On ne va pas aller loin de la question d'entrée posée à Bruno. Maurice Kamto, presque expulsé de la ville de Douala à la suite du bain de foule qu'il a drainé à Grand Moulin dimanche. Quelle analyse faites-vous de cette situation quelque peu regrettable, Auguste?
Absolument, il n'y a pas eu de situation regrettable. Ceux qui ne connaissent pas bien le professeur Maurice Kamto pourraient croire que ça a été anodin, mais en fait, c'est quelque chose qui a été planifié par ce parti et ce leader politique. En réalité, il annonce qu'il a une réunion avec son directoire, ce qui est tout à fait normal, mais en même temps, ils font une mobilisation sous-jacente. En fin de compte, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'était la mobilisation d'un meeting ou alors c'était une réunion de son directoire? Donc, dans le cas de l'Ouest, juste dit que c'est le directoire qui a sa réunion, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a eu beaucoup de nouvelles dans les réseaux sociaux qui disaient que voilà, il va parler à ses militants. Et là, ça devient autre chose. Et là, ça devient un meeting. Ça devient autre chose. Donc, moi, je pense que il faut féliciter le préfet Mvogo Sirac, qui a pris des bonnes mesures pour essayer de contenir les débordements. Parce qu'en réalité, on ne sait jamais ce qui peut se passer quand on laisse partir des choses. Parce que nous sommes convaincus que ce leader a un plan caché. En fait, parce qu'il faut reconnaître que, de par la loi, nous ne sommes pas certains que ce leader puisse arriver au bout de sa prétention, ça veut dire être présent à l'élection présidentielle. Donc, il lui reste peut-être le cafouillage, ce qu'on appelle l'insurrection ou autre chose, dont il ne faut pas prendre ça d'une manière anodine. Donc, aujourd'hui, c'est un parti politique, il a forcément ses militants que d'autres peuvent appeler des adeptes, parce qu'un militant n'est pas forcément celui qui peut se mouvoir n'importe comment sans comprendre le pourquoi du comment. Donc il faut comprendre que par rapport à ce qu'on appelait meeting, réunion de Maurice Kamto, il n'y avait rien d'une réunion, c'était plutôt quelque chose qui a été sous-jacent et ça a été de la provocation plutôt par rapport aux autorités. Et félicitations au préfet Mvogo qui a compris la chose et a pris les mesures idoines. Merci Auguste. Bienvenue une fois de plus aussi à Robert Fomba. Vous êtes président national des chauffeurs de taxi, car autobus et assimilés SN Chotak. Je crois que c'est bien ça. C'est bien cela, merci. Merci, bonsoir. Bienvenue. Merci, bonsoir, monsieur le journaliste. Je fais un coucou en passant à tous mes camarades syndicalistes. Je salue tout le panel. Et je fais un coucou à tous ceux qui me regardent ce soir, en principe, mes frères de Madagascar. Alors, je vous accueille avec une question qui relève d'une actualité qui défraie aussi la chronique, les microbes à Yaoundé qui ont une fois de plus frappé la population de la capitale politique. C'était jeudi dernier au marché Mokolo. De Yaoundé à Douala, Robert, un phénomène des microbes finalement épidémiques. Comment comprendre? Non, je peux déjà remercier le gouvernement par rapport à ce qu'ils ont fait. Le gouverneur de la région du centre a bien fait de faire le maximum d'efforts, de faire tout le maximum d'efforts pour qu'on arrête tous ces gars qui étaient sur le terrain en train de causer des victimes à la population. Et nous avons compris tous ceux aussi qu'on les a présentés à la presse et qui sont déjà passés à Konangui. Mais il faut qu'on prenne des mesures assez fortes pour ces gens. Parce que si on pouvait, je dis bien, si on pouvait le mettre dans tous les états les plus difficiles, les autres ne pourront plus recommencer. Il faudrait qu'on les mette, qu'on les appuie les noyaux fortement. Je le dis bien, j'assume les mots. Il faut qu'on appuie les noyaux fortement pour que les autres comprennent que ce n'était pas des choses aisées. Moi, je ne suis pas content et je ne serai jamais content de voir des enfants comme ceux-là. Au lieu d'aller se chercher, pousser comme tout le reste, faire le bain comme ils en ont l'habitude, et courent pour aller avec les machettes derrière les hommes. Ce n'est vraiment pas faisable. Arthur Assam, vous êtes homme politique aussi, étant du PCA1. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Olivier. Bonsoir à mes companélistes. Bonsoir à vos téléspectateurs qui nous regardent ici à Douala et partout dans le Cameroun et à travers le monde. Je voulais dire merci particulièrement parce que après plusieurs différents, je crois 3-4 rendez-vous que je n'ai pas pu répondre, du fait des calendriers et des empêchements divers, je suis finalement arrivé ici dans votre studio, très beau studio, pour le débat de ce soir. Je voulais profiter pour dire merci aux populations de mon village natal, l'arrondissement de Vangan,
et notamment ceux du village d'Ofo, Biboulmam, d'où je suis né, et qui sont en place aujourd'hui, en poste pour bien observer et regarder l'émission et le contenu du débat que nous allons avoir. Merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. On va rester dans le même sillage. À la suite de l'opération, plusieurs de ces microbes ont été arrêtés, comme cela a été le cas durant les précédentes opérations des microbes. Mais le phénomène perdure. Les arrestations sont-elles peu dissuasives ou il en faut plus à votre avis? Je crois que je vais corroborer avec l'idée de mon prédécesseur tout à l'heure, qui pensait qu'il fallait trouver des mesures draconiennes pour, n'est-ce pas, aller travailler le mal à la base, à la racine. Parce que nous avons observé que le phénomène étant pris pour origine ici, ayant pris l'origine ici à Douala, a été combattu autant que faire se peut par l'autorité administrative et puis les forces de maintien de l'ordre et les forces de sécurité. Mais peut-être que ce phénomène est en train de muter. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes sociaux, autant pour moi, qui peuvent muter en fonction de l'évolution du temps. Comme la ville de Douala a donc été déjà victime de ces phénomènes de microbes et que les mesures ont commencé à être prises de façon idoine, donc on a l'impression que les stratégies de métastase de ce phénomène ayant été contournées par l'autorité administrative de Douala, il a fallu donc aller expérimenter le même phénomène à partir d'autres métropoles du Cameroun, et notamment la ville de Yaoundé, qui est la capitale politique. Je pense donc que la mesure a été bien menée à deux niveaux. D'abord par les populations elles-mêmes, parce que tel que nous avons suivi cette actualité, les populations ont d'abord pris la mesure de la situation à leur niveau. Je crois que les commerçants du marché Mokolo, Madagascar, les populations de Madagascar et les environs, sont donc allés à la suite de ces microbes pour les traquer. Bon, ça a donc suivi, n'est-ce pas, l'appui des forces de l'ordre et de sécurité qui sont donc venus avec leurs méthodes et leurs tactiques de traquage et qui ont donc mis à mal, n'est-ce pas, un bon nombre d'entre eux, je crois que c'était une bonne dizaine, presque une douzaine, je crois, par là, qui ont donc été mis aux arrêts et qui ont été mis dans les services de sécurité. Je crois que c'est hier ou bien aujourd'hui qu'ils ont été définitivement donc transférés à la prison centrale de Kodengui où leurs auditions vont commencer et puis je crois leur jugement. Tel qu'on l'a dit ici, il y a des phénomènes que nous devons combattre avec la dernière énergie. On ne peut pas continuer dans un pays où nous pouvons être à tout moment être en difficulté parce que nous nous sommes sortis pour aller vaquer normalement à nos occupations. Nous ne sommes pas sûrs qu'en y allant, nous allons rentrer dans de bonnes conditions pour retrouver nos familles. Donc lorsque les dangers planent à tous les niveaux, il y a quand même de fortes possibilités à ce qu'il y ait une synergie de forces, population, dans les quartiers, les services de surveillance, et puis notamment appuyés par les services de renseignement, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité pour traquer et neutraliser définitivement ces forces du mal qui peuvent assiéger nos cités. Vous vouliez ajouter quelque chose, Auguste? Non, absolument pas. Félicitations aux forces de l'ordre, comme tout le monde est en train de le confirmer. Et il ne faut pas laisser gangréner ce genre de phénomène. Et nous pensons que la mesure a été prise et que dorénavant, on va essayer d'éradiquer ce mal qu'on appelle les microbes, parce qu'il n'y a rien de positif à les laisser évoluer. Donc, félicitations aux forces de l'ordre camerounaises. Ceci dit, place au débat. Accident de la circulation, comment stopper la saignée? Je vous donne quelques chiffres. 1200 cas d'accidents enregistrés par an au Cameroun, environ 850 personnes tuées, plus de 800 milliards de pertes financières, soit environ 10% du budget de l'État dû aux accidents au Cameroun. Ce sont des chiffres officiels. La première question, je vous la pose, Robert Fumba. Vous êtes acteur, syndicaliste. Au-delà des causes régulières qu'on soulève, très souvent les facteurs humains, mécaniques, l'état de la route, etc., on constate que le phénomène persiste. Il y a toujours des recrudescences d'accidents. Le problème serait-il ailleurs, à votre avis? Quelles sont les véritables causes des accidents au Cameroun? Les causes des accidents au Cameroun sont multiples et diversifiées. Et en réalité, le gouvernement devrait mettre
les points sur la table, que les choses marchent normalement. Il y a les causes humaines qui sont assez élevées, que nous pointons ça à 60 ou à 80%, les causes humaines, puisque ils ne respectent pas, beaucoup de chauffeurs ne respectent pas le code de la route. Vous voyez? Et il y a l'incivisme routier, la conduite en état d'ivresse, hein, la conduite en état de fatigue, l'excès de vitesse, le dépassement abusif, la circulation vers les pleins phares la nuit, le mauvais stationnement, l'usage des téléphones au volant, le mauvais stationnement, la consommation de drogue, les surcharges. Et je dis qu'on devrait regarder cela et se poser bien des questions. Ça, c'est des causes humaines. Et nous avons aussi regardé les causes de la société. Parce qu'il y a aussi des causes de la société et il y a les causes gouvernementales. Donc, ce qui veut donc dire que si on réunissait tous les trois causes, on mettait sur la table et on débattait, je crois qu'on devrait avoir moins d'accidents sur nos routes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de les résumer. Allez-y, en quelques minutes. Il y a le mauvais traitement des chauffeurs. Ça, c'est des causes de la société de transport, par exemple. Le non-respect de la couverture sociale des chauffeurs. Les multiples voyages par jour et par chauffeur. Le manque des heures de repos dans certaines agences de voyage. L'état technique et visuel des véhicules, le manque d'entretien des véhicules, le non-respect de la convention collective, je veux dire par là salaire de catéchisme qu'on donne aux chauffeurs, le non-respect des primes d'ancienneté et le non-encouragement qu'on appelle les primes de voyage à tous ces chauffeurs qui font tous ces tours de voyage. Je vais prendre l'exemple par rapport aux agents de voyage. Vous payez une voiture de plus de 200 millions de francs, vous donnez à un chauffeur qui transporte des gens. C'est son bureau, c'est lui qui fait tout. Et qu'est-ce qu'il ramène par jour? Et vous le payez combien? Salaire de catéchisme, 60 000, 100 000, pas plus. Il faut qu'il fasse des surcharges en cours de route de part et d'autre pour arrondir ses fins du mois. Il est peut-être en location, avec la charge des enfants. Vous voyez, et s'il ne fait pas tous ces mauvais manœuvres, je veux dire, faire des surcharges en route, rouler n'importe comment, parce qu'il faut faire des multiples voyages pour avoir des revenus, il ne s'en sortira pas. Et nous avons déjà décrié cela au niveau gouvernemental jusqu'à être fatigué. Le gouvernement nous regarde comme des gens qui ne savent quoi en dire. Et s'il faut repartir un peu sur les causes de l'État, par exemple, il y a l'étroitesse des routes, il y a les non-matérialisations des routes, il y a le défaut d'implantation des panneaux et des signalisations routières dans les zones précises, l'absence de cantonnage dans des axes routiers, la délivrance fantaisiste de visites techniques. Vous voyez souvent certains véhicules dehors, à vue d'œil, vous vous dites qu'il n'a pas de visite technique, et quand vous allez au fond, quand vous prenez son dossier, vous voyez qu'il a la visite technique. Alors, ce sont tous des facteurs, des choses qui causent beaucoup d'accidents sur nos routes. Il y a des dos d'âne non réglementés, avec les nids d'éléphants implantés un peu de partout. Et vous voyez, et en ce qui concerne la prévention routière, ils ne sont pas bien outillés, ils n'ont pas des équipements pour se permettre de faire vraiment une véritable prévention et sécurité routière. Donc, ce qui veut donc dire que si le gouvernement voudrait que ces choses se passent, il peut me taper les poings sur la table et qu'autour d'une table, on trouve une solution pérenne. Comment comprendre la recrudescence des accidents ces derniers temps, malgré les mesures qui sont prises sur le terrain? Je crois que
vous avez très bien fait de passer la parole d'abord à l'expert ici, parce que vous avez essayé, au début de l'émission, de présenter tout le monde aussi comme étant des experts en matière de circulation routière. Je voudrais dire qu'il y en a peu, peut-être lui particulièrement. Nous sommes là pour représenter notamment les partis politiques, et donc devons aborder ces questions autant qu'elles sont transversales les unes que les autres, parce que nous pratiquons la route, nous l'utilisons au quotidien, et nous avons vécu dans des situations dramatiques, n'est-ce pas, lors de nos différents déplacements. Je voudrais justement collaborer avec ce très bon, ce brillant déploiement qu'il a fait tout à l'heure en présentant les causes sur trois principaux paliers. C'est-à-dire qu'il a présenté les causes liées. Je parle de causes, je peux relativiser dans la terminologie en parlant des défaillances. C'est-à-dire que les causes sont généralement liées à ce qu'on appelle les responsabilités en matière d'accidents, ou bien de défaillances, ou alors des problèmes que nous rencontrons dans les accidents de circulation. Donc, comme il a dit, c'est trois paliers généralement, lorsqu'on examine les causes des accidents de circulation. Il y a donc les défaillances liées à la responsabilité humaine. Les défaillances liées à la responsabilité humaine, c'est-à-dire qu'il a évoqué tout à l'heure sur plusieurs points. Il a le conduite en état d'ébriété, conduite avec le téléphone à la main, mauvais dépassement à risque, excès de vitesse et tout cela. Bon, maintenant, lorsqu'on aborde le deuxième palier, ça renvoie à l'état du matériel qu'on utilise, c'est-à-dire l'état des véhicules. C'est à ce niveau qu'il a donc évoqué les situations comme les visites techniques fantaisistes et autres. Bon, maintenant, il y a la troisième responsabilité qui est liée à l'état de la route. Je crois que cette responsabilité incombe uniquement à l'examen de la question de la gouvernance, c'est-à-dire qu'au Cameroun de façon générale. Donc pour ne plus revenir sur les deux premiers points qu'il a très bien présentés, je vais donc peut-être m'appesantir sur la troisième question qui concerne donc la gouvernance routière au Cameroun, c'est-à-dire que le lien entre la gouvernance routière, l'état de la route et les accidents de circulation. Je crois quand même que, sans contester, n'est-ce pas, les chiffres que vous avez présentés tout à l'heure, les rapports que nous avons visités lorsque nous sommes venus à cette émission présentaient une situation assez dramatique. C'est-à-dire que l'ONU pense que les routes camerounaises sont parmi les plus meurtrières d'Afrique. Et d'après les rapports de l'ONU, il est indiqué que 16 000 accidents de route sont enregistrés au Cameroun par an et qui font 1200 victimes. Les chiffres sont corroborés ici avec les documents officiels du Cameroun, c'est-à-dire notamment les rapports, les procès-verbaux des gens qui font la circulation routière. Mais lorsqu'on visite les chiffres de l'OMS, les chiffres pourraient varier de 1200 victimes par an à 6000. C'est-à-dire que c'est l'une des causes de mortalité les plus élevées au Cameroun, les accidents de circulation. Alors, pourquoi ? Parce que lorsqu'on regarde l'état de nos routes, je crois que c'était il y a 2 semaines, le ministre de l'administration territoriale a fait un voyage vers l'extrême nord, je crois partant de Ngaoundéré. Il a fait, je crois que c'est la nation numéro 1, si je me trompe. La nation numéro 1 qui va de Ngaoundéré pour Kousséri, en traversant Maroua, Garoua, Pitois, Figuil et puis Maroua. Mais c'est une route calamiteuse. C'est-à-dire d'après les propos du ministre lui-même, qui dit avoir vécu un cauchemar en partant de Ngaoundéré pour atteindre Garoua 6 heures de temps. Donc toute une journée entière pratiquement. Et lorsque vous voyez l'état de cette route, vous vous demandez, mais est-ce que nous sommes dans un pays où on met même 5 francs pour entretenir la route? Si nous quittons la nation numéro 1, nous prenons l'exemple de la nation numéro 2. Je crois que la nation numéro 2 correspond à la route Yaoundé et Bolova-Ambam qui est aussi de 10 zones et 2 frontières. Nous avons également vu les images, cette même semaine-ci à la télévision nationale, une route en situation catastrophique. Pour partir de Bolova et voir Ambam, c'est inimaginable, c'est un chemin de croix. Alors, je crois que pour nous qui faisons ces routes-là, lorsque vous voyez quelqu'un, mais la situation est telle qu'elle est presque indescriptible. Parce que vous êtes obligé de quitter sur votre comment on appelle ça, la chaussée, sur votre portion de route, votre côté de la route, pour aller amorcer le sens inverse sur 500 voire 1 km pour éviter les lignes de poule. En fait, on n'appelle plus ça les lignes de poule, on l'appelle les lignes d'éléphants. Les éléphants qui sont tels que, en les abordant, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous essayez de les contourner, votre véhicule va se renverser. Donc la situation est très difficile. Parce que l'état de la route au Cameroun, je crois que c'est l'une des faiblesses, c'est l'une des faiblesses les plus regrettables du régime du renouveau. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'échec de ce régime, on va vraiment aller regarder l'état de la route
au Cameroun et on va comprendre ce à quoi ce régime a fait, ce à quoi ce régime ressemble. Lorsqu'on étudie généralement la géographie humaine, ils se disent souvent que si vous voulez savoir à quoi ressemble un pays, allez regarder ses infrastructures routières. D'accord. Et vous voyez, donc lorsque je l'ai dit, vous allez comprendre que effectivement les causes de la mort chez nous sont liées directement à la nature de la gouvernance qui est semblable, dont l'image la plus présentatrice est l'état de nos routes, national numéro 1, national numéro 2, national numéro 3, national numéro 4. D'accord, Bruno Lombo. Les prédécesseurs ont parlé des routes, facteurs humains, l'état des véhicules. Qu'est-ce qui fait le plus mal, à votre avis? Alors, je vais déjà préciser que lorsque j'ai entendu mes copanélistes prendre la parole tout à l'heure, j'ai ressenti une certaine gêne. Une gêne parce que le langage est celui de la répression. C'est-à-dire que on a vite fait de condamner les microbes. Je n'encourage pas cet état de choses. Mais on a vite fait les condamner sans peut-être comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. En faisant le parallèle avec le sujet qui nous rassemble ce soir, nous parlons évidemment de la sécurité routière. C'est-à-dire que la question c'est comment nous faisons pour éviter que les milliers de morts que vous avez tout à l'heure cités, que les accidents que nous avons cités, que les cas de véhicules mal en point que nous avons cités, que ces différentes causes-là n'affectent plus la circulation ou bien qu'on ne constate plus, n'est-ce pas, les accidents sur nos routes. Et quand je fais encore le parallèle avec la législation camerounaise, on se rend compte que dans le code pénal et certaines législations, on a le langage, on a un champ lexical de la répression. C'est les mots comme contravention, c'est les mots comme amende, c'est les mots comme faute, qu'on a vite fait de relier à des sanctions qui vont justement rapporter un certain pécule, n'est-ce pas, à certaines administrations. Mais posons les questions fondamentales. Quand nous parlons des accidents, quand nous citons les différents mots, quand nous citons les différentes causes, nous avons fait là un travail statistique. Chacun ici, avant d'arriver, a véritablement fait ses devoirs. On a fait de la recherche pour savoir quelles sont les statistiques ici. L'expert du syndicat a bien relevé certains chiffres statistiques sur les causes probables, n'est-ce pas, des accidents de la circulation. Après avoir énuméré toutes ces différentes causes, et là je vais troquer ma casquette d'homme politique pour aborder celle du technicien de la sécurité. Après avoir énuméré toutes ces différentes causes, la question fondamentale à laquelle nous devrions nous pencher, c'est comment faire pour éviter effectivement ces accidents. Non, on va y arriver. Autrement dit, permettez-moi, nous avons cité certaines causes, okay? Mais il faut faire un constat qui est glacial. C'est que dans la réglementation, on a ce champ lexical de la répression, mais on n'a pas le champ lexical de la prévention. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il y a prévention routière, généralement quand vous faites les voyages, lorsque à certains postes de police, généralement on vous arrête pour vous verbaliser, pas pour vous donner des conseils. C'est-à-dire que le système est fait tel que on est beaucoup plus porté vers la répression que vers la prévention ou bien vers l'éducation en réalité. Parce que l'éducation routière est un facteur fondamental dans le processus d'élimination des accidents de la route. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir commis une faute quand on ne lui a pas appris ou bien quand on ne lui a pas adressé un certain nombre d'éléments pour lui permettre d'éviter sa faute. Certes, nous avons des auto-écoles où on forme les conducteurs de la route, mais quel est le contenu de ces différents programmes? Est-ce que c'est seulement lié au code de la route? Parce que actuellement, le constat est fait selon lequel les auto-écoles sont essentiellement portées sur le code de la route. Par contre, il y a un aspect fondamental sur lequel
on passe. C'est l'aspect humain. Comment est-ce qu'on forme le chauffeur? Quelle est la moralité? Quelles sont les valeurs qu'on communique au chauffeur pour qu'il puisse prendre le volant? L'expert du syndicat l'a si bien dit. C'est 60% les causes humaines dans les accidents. Autrement dit, 60% revient à la personne qui tient le volant. La responsabilité. À la responsabilité de celui qui tient le volant. Quelles sont donc les dispositions que nous prenons de manière draconienne dans les auto-écoles et partout ailleurs où on forme les chauffeurs pour véritablement leur inculquer cette culture? Parce que j'ai dit souvent à des personnes avec qui je suis que le comportement d'un chauffeur est son comportement naturel. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un au volant qui insulte, qui est ivre, c'est la même chose que reflet de sa nature profonde. Donc, quand vous conduisez, c'est comme ça que vous vous comportez. Donc, il est important que nous mettions un accent particulier sur cet état de choses. Et cet état de choses ne peut être réglé que par la prévention. Et il y a effectivement des mécanismes qui peuvent nous permettre de justement avoir les mesures de contrôle et contrôler toute la mesure justement pour faire en sorte que ces chauffeurs, ces différents aspects, ces différentes causes soient prises l'une après l'autre de façon à les éliminer complètement de la société, de façon à avoir une société exempte d'accidents. Mais c'est un processus qui prend du temps et je pense que pendant l'émission, nous aurons l'opportunité de dérouler sur comment ça doit être managé de manière globale. Auguste, écoutez, Touké, quand on parle de sécurité routière au Cameroun, est-ce que vous avez le sentiment que la réglementation en la matière ou bien la sensibilisation et l'éducation est up-to-date ou ça pose problème? En réalité, tout est fait pour que la sécurité routière soit optimale au Cameroun. Maintenant, il y a un problème de laxisme et un problème de laisser aller, tout simplement. On peut résumer les cas d'accident par le civisme ou l'incivisme, ce qui veut presque dire la même chose. Ça veut dire que le civisme, c'est qu'on se retient, l'incivisme, c'est qu'on se laisse déborder. Alors, il y a un chanteur camerounais qui l'a dit, la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. Il suffit que quand on a un permis de conduire, c'est un diplôme. Et dans le permis de conduire, il y a tout ce qu'il faut, en principe, pour que quelqu'un se comporte bien. Est-ce qu'il se comporte donc bien? Dans le cas où il ne se comporte pas bien, il revient maintenant à l'autorité routière de le sanctionner. Mais d'habitude, ce qu'on peut voir, et c'est déplorable de le dire, c'est que la sanction n'est pas forcément proportionnelle à ce qu'on peut atteindre. Elle est plutôt une espèce de dire, bon, comme tu l'as fait, espère que tu vas le faire demain, qu'est-ce que tu peux me donner pour partir? Voilà à peu près où il y a un problème qu'il faut résoudre fondamentalement. Quelqu'un qui prend le volant sans permis de conduire, il est en activité dangereuse. C'est-à-dire que quand on l'interpelle, il doit passer au tribunal. Il ne doit pas seulement avoir une amende, il doit passer au tribunal pour savoir qu'il ne peut pas conduire sans permis de conduire. Quelqu'un qui prend le volant sans assurance de son véhicule, il doit être passif d'un tribunal. Mais combien de personnes ont le sentiment que ça devient une activité dangereuse quand on n'a pas de permis de conduire ou bien on n'a pas de permis de conduire? À partir de ce moment qu'il y a dans ce laxisme, au départ, forcément, ça s'est reflété dans la société. Et l'expert que nous avons sur le plateau, ça veut dire le syndicaliste, a décrit les causes des accidents. Nous n'allons pas revenir dessus parce que nous sommes tous d'accord avec lui que ça a été des causes profondes et réelles à déplorer. Nous allons seulement demander à nos autres politiciens de ne pas être dans les exagérations en disant par exemple que 6 heures de temps, c'est presque toute une journée en conduite. Ça veut dire que tout est mauvais en 6 heures de temps pour faire un accès à l'eau, que c'est une journée. Parce qu'une journée à 24 heures. Donc il faut un peu de le retenir pour quand même comprendre que peut-être que tout n'est pas parfait, mais on est en train d'essayer de faire. Et s'il faut entrer dans ce domaine, parce que nous sommes tous dans la sécurité,
c'est de dire qu'effectivement, nous avons peut-être, il y a un temps pour tout. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons déplorer pour éviter que les accidents de la circulation n'aillent un peu plus de l'avant, il n'y a que deux choses. Améliorer l'état des routes et sensibiliser les chauffeurs par rapport à leur travail sur la route. C'est-à-dire que quand un chauffeur est sensibilisé, je ne sais même pas comment il peut faire un accident. Parce que tu ne peux pas aller conduire étant ivre. Tu ne dois pas conduire étant fatigué. Tu ne peux pas conduire n'ayant pas de permis de conduire. Tu ne peux pas conduire sur une route cabossée et rouler à tambour vert. Donc, il s'agit d'un problème de civisme ou d'incivisme, vous choisissez ce que vous voulez. Et je pense que les accidents de la route seront diminués de plus de la moitié. C'est déplorable d'avoir des chiffres comme cela. Et moi, je pense qu'effectivement, la responsabilité, elle est collective. Parce que si jamais les gens qui sont concernés par ces chiffres qui sont là avaient eu des répercussions réelles par rapport à leur manquement, nous serions en avant. Mais personne, à la limite, n'a une conséquence réelle parce qu'effectivement, on paye les amendes, on paye ceci, on paye cela. Il y a des gens, même quand on lui donne une amende, il dit que ça ne coûte que cela. Ça veut dire qu'en fait, ça ne lui dit rien du tout parce qu'il se dit que je suis en train de rouler à 100 à l'heure, alors qu'on me demande de rouler à 60 à l'heure. On l'interpelle, on lui dit que l'amende c'est 25 000 ou c'est 50 000. Il paye l'amende et il continue sur la même lancée parce qu'il dit que comme ce n'est que 50 000 que ça coûte, moi je suis pressé, je veux partir. Mais ce monsieur avait peut-être 2 semaines de prison préventive. Je pense qu'il allait quand même, quand il va voir la prévention routière en route, il va prendre des dispositions pour se ranger. Mais comme il est bien nanti dans ses poches, il se dit que, ben écoute, combien ne me payez pas le temps, combien ça coûte, je paye sur place. Et il paye et il continue. Donc, malheureusement, un peu plus loin, il fait un accident, il tue un innocent qui est en train de passer. Et comme il est toujours nanti, il n'a pas de conséquences absolues parce qu'on dit qu'il a un permis de conduire. Mais alors, quand tu as un permis de conduire, que tu connais quelqu'un sur une route où on demande de rouler à 60 à l'heure et que tu roules à 120, ce n'est plus une question de permis de conduire. Il faut maintenant qu'on passe au-dessus pour te dire que, écoutez, tu as extrapolé, tu as exagéré, parce que si tu avais roulé à 60 à l'heure, il n'y aurait pas eu cet accident. Donc, mais quand tu roules quand même à 120, ou ce qu'il faut rouler à 60 à l'heure, tu fais un accident, tu tues un innocent qui ne demandait qu'à vivre, et que, effectivement, on dise que ce n'est qu'un accident, vraiment, tu n'es pas sensibilisé pour pouvoir changer. Donc, il faut juste un peu plus de rigueur pour que les accidents de circulation soient pris en compte et que les Camerounais, comme dans d'autres pays, ça se fait déjà, puissent prendre conscience que être au volant, c'est une responsabilité. Robert Fumba, Auguste parlait tout à l'heure des responsabilités qui sont partagées. Je voudrais qu'on table un peu sur les responsabilités, particulièrement des syndicalistes. Est-ce que vous avez le sentiment que les syndicats ne s'intéressent pas un peu plus à des batailles entre syndicats, entre associations et tout, au lieu de jouer leur rôle aussi dans la prévention routière? Vous voulez que je sois un peu cru parce que les syndicats font tout pour que les choses marchent, mais les portes ministérielles de ce gouvernement sont fermées. Nous faisons tout, nous écrivons. Je peux vous montrer des tonnes de livres, des lettres que nous avons eu à écrire. Mais malheureusement, nos portes ne sont pas ouvertes. Les portes ministérielles ne sont pas ouvertes. Je dirais, si je dis que je vais être un peu cru, c'est parce que monsieur le ministre Ngali Bibé, il est le plus, si je peux dire le plus pire, ce que je crois que je n'ai pas dit mal parlé, il est le plus pire de tous les ministres des Transports qui sont passés il y a plus de 35 ans dans ce pays. Puisque tous les autres ministres des Transports qui sont passés prenaient un peu de temps pour écouter les syndicalistes. Nous avons demandé, particulièrement moi-même, des audiences pour que nous rencontrions le ministre des Transports. Il n'a jamais cédé. Nous toquons à sa porte à Yaoundé n'importe comment, rien. Même demander l'audience comme il vient régulièrement à Douala, rien. Mais je vous dis en toute honnêteté, nous avons trop à faire en matière de transport.
Oui, mais le ministre tient souvent des rencontres, des réunions avec les syndicats, même avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Je crois qu'il y a régulièrement des réunions qui sont organisées avec les syndicats dans l'optique d'évaluer un peu les problèmes des syndicats et même leur participation à la sécurité routière. Le ministre, si vous dites qu'il tient des réunions avec des ministres, je vais dire que c'est... Avec les syndicats. Avec les syndicalistes, je vais dire que c'est faux. Vous ne pouvez pas poser une question à un syndicaliste de Douala s'il a tenu une seule réunion avec le ministre de Yaoundé, qu'il vous confirme. Je parle du ministre des Transports. Nous demandons, nous allons même faire des pas de grue devant ces services qui ne nous reçoivent pas. Je vous dis en toute honnêteté, nous avons posé beaucoup de choses sur la table qui pouvaient apporter. Bon, peut-être qu'il ne reçoit pas certains, mais quand même, peut-être d'autres. Il ne reçoit pas les syndicalistes, mais il peut recevoir ses amis, qu'on peut dire ses amis. Oui, je le dis, je porte sur moi, je le dis qu'il reçoit ses amis, et soi-disant syndicalistes. Vous savez, je dirais bien qu'il y a certains infiltrés syndicalistes ici dehors. Il y en a. Donc les syndicalistes fabriqués par eux-mêmes. Qui font quoi? Qui vous empêche de travailler? Qui viennent travailler avec nous et qu'à la fin, c'est eux qui vont donner le compte rendu et que ces mines n'arrivent plus à nous recevoir pour leur dire ce qu'il y a lieu de faire. Plus d'une fois, nous sommes allés à Yaoundé déposer des lettres même au ministère des Travaux publics pour des axes dans la ville, un peu de partout. La dernière fois que M. Nganou Djoumissi, je ne sais pas si mes souvenirs sont encore bons, nous sommes allés le rencontrer, nous a reçus. Il est descendu à Douala, quand la route de PK21 était complètement délabrée, il est descendu, il est allé là-bas. C'était par le biais des syndicalistes de Douala. Parce que, excusez-moi le terme, je dis syndicalistes de Douala parce que je dirais qu'il y a deux facteurs de syndicats. Il y a les syndicats de Yaoundé et les syndicats de Douala, puisque nous retrouvons régulièrement à Douala autour d'une table pour les causes des routes et autres. Et on fait nos rapports qu'on les dépose à leur niveau. Par contre, vous avez parlé du ministère du Travail. Nous n'avons pas trop de problème de ce côté. Il est dit vrai que lui-même ne répond pas trop à nos demandes. Les demandes ne peuvent être que les rapports que nous déposons à leur niveau et qui ne nous reviennent pas par après pour nous expliquer le bien fondé de... Oui, mais est-ce que l'action des syndicats doit se limiter uniquement à demander des audiences au ministre? Est-ce que vous organisez par exemple des campagnes sur le terrain de sensibilisation? Je suppose que vous avez des syndiqués dans votre association. Est-ce que vous les rassemblez souvent pour leur expliquer, par exemple, comment ou pourquoi avoir un permis de conduire, pourquoi conduire dans un état de lucidité, etc. Des actions comme celle-là, est-ce que vous avez le sentiment que les syndicalistes mènent ces actions comme ça sur le terrain? En ce qui concerne le séminaire dont vous faites allusion, ce n'est pas aussi facile parce qu'il faut avoir les moyens. Les syndicalistes de transport de nos jours n'ont pas de moyens parce que nous n'avons pas de subventions. Nous débattons pour faire du peu. Nous réunissons nos gars. On tient des réunions. On peut passer 2 semaines, on peut faire un mois sans tenir une seule réunion. Je vais prendre M. Etouké comme témoin de ce que je suis en train de dire parce que parfois même il nous reproche de ce que nous faisons de temps à autre. Nous tenons des réunions de temps à autre. Bon, malheureusement, faire des séminaires en tant que tel, il faut se préparer, avoir des salles et avoir des moyens pour faire des brochures et les partager aux séminaristes. Donc, ce qui veut donc dire qu'actuellement, ce n'est pas aussi trop facile pour nous de nous déployer n'importe comment, puisque nous ne gagnons pas sur... Nos syndiqués ne nous donnent pas les dividendes dont on demande. Je vais parler des syndicats de taxis dont je fais partie, ou des transports PACA. Ils ne nous donnent pas les dividendes, qu'on devrait nous remettre en fin
en fin du mois. D'accord. Les pourcentages de 1% qu'on devrait nous remettre, on ne nous remet pas. Nous n'avons pas ça. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que les différents acteurs qui doivent intervenir en principe dans le processus de la sécurisation routière jouent véritablement leur rôle dans la prévention? Je crois que ça, là aussi, c'est une question qu'il faut creuser avec un certain sérieux. Lorsque nous abordons des sujets, il ne faut pas seulement qu'on reste périphérique, c'est-à-dire voilà, tout simplement très théorique, mais que nous essayons de faire l'examen de ce que nous vivons dans nos actes sur la route chaque jour, c'est-à-dire au quotidien. Est-ce que les responsables de la circulation routière jouent pleinement leur rôle? L'aîné ici a déjà planté de corps sur ce sujet lorsqu'il a pointé du doigt, n'est-ce pas, les comportements des hommes en tenue qui sont responsables du contrôle routier sur nos différents axes. Et l'impression que nous avons, ce n'est pas seulement une impression, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'axe routier est l'une des plus grosses poches de corruption au Cameroun. Et ça plombe, n'est-ce pas, l'efficacité dans l'activité, dans le contrôle, dans la sécurisation de la circulation routière. Parce que l'un des plus gros problèmes, c'est que on a essayé de rendre très fragile, immoral et, je peux dire, le système de monnayage systématique dans les postes de contrôle routier. Et c'est ce qu'il a évoqué tout à l'heure en parlant de ce laxisme-là. C'est-à-dire que la corruption est au nœud, au centre même, c'est la moelle épinière même de défaillance que nous observons en matière de sécurisation routière. Peu importe votre dossier, peu importe votre situation personnelle, si vous avez, je voulais dire ici d'après également les statistiques, qu'au Cameroun, il y a une multitude de personnes qui conduisent les voitures sans titre, vous appelez ça les titres de transport, mais également on dit 7000, il y a 7000 conducteurs de voitures au Cameroun qui marchent sans permis de conduire. 7000. Bon, alors comment on fait pour que les gens soient en route chaque jour? Ils n'ont pas de permis de conduire, ils sont dans le trafic routier, parfois ils sont dans les transports interurbains. En route chaque jour, ils transportent les personnes ici comment on appelle ici au rond-point d'Aïdo, qu'ils amènent à Mbanga, qu'ils amènent en Konsamba, jusqu'à Abouya. Parfois, dans le dossier, vous n'allez pas trouver l'assurance, ou alors qui date de la nuit des temps, vous n'allez plus trouver des titres tels que la visite technique dont on parle tout à l'heure, lorsque vous allez voir la qualité même du véhicule. D'ailleurs, parmi les causes qu'on a évoquées tout à l'heure, il y a l'état des véhicules qui n'a pas vraiment abordé avec une certaine attention. Parce que quand on parle, n'est-ce pas, de défaillances techniques, c'est quoi, syndicaliste? Je crois que là-dedans, on peut retrouver des choses comme un défaut d'éclairage, défaut de phare. On peut retrouver des choses comme des pneus usés. De freinage. Voilà, donc un système de freinage qui est déjà totalement anéanti. Ou alors un système d'embrayage qui ne tient plus. Mais ces véhicules roulent chaque jour, ils traversent les contrôles et le lendemain, ils continuent avec le même travail. Je voudrais quand même vous faire savoir que lorsque vous partez de Yaoundé, de Douala ici à Yassa, pour voir Yaoundé, vous n'allez pas traverser moins de 12 contrôles routiers en route. Une bonne douzaine de contrôles routiers où on vous stoppe à tout bout de temps. Mais les gens qui ont cet état de dossier, ils n'ont pas de permis pour la plupart, ou alors ils ont la moitié de dossier, soit pour eux-mêmes, soit pour les véhicules, font ce transport chaque jour que Dieu a créé. Ils partent et ils reviennent. Parce que, au lieu que les postes qui sont les postes de contrôle routier qui sont placés en route jouent pleinement leur rôle dans la prévention, dans la sécurisation et dans la protection des vies, ils passent leur temps à faire le monnayage. Le contrôle routier est devenu un comptoir commercial à ciel ouvert au Cameroun. Ils sont partout avec les véhicules, les malarets ouverts, où ils encaissent de l'argent. Quelqu'un arrive avec un dossier, que vous visiblement vous voyez le dossier, vous constatez que c'est un dossier qui date de 10 ans. Il sort avec le dossier, il le plie, il arrive au poste de contrôle, il remet le dossier, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Celui qui le policier ou bien les gens qui contrôlent le dossier ouvre le dossier, il retire quelque chose à l'intérieur, il referme le dossier, il ne contrôle aucun papier et il remet le dossier au convoyeur ou alors au chauffeur qui reprend sa route naturellement et qui continue le voyage. Mais lorsque vous allez vérifier
Même les roues qui sont visibles, parce qu'on ne peut pas aller vérifier rapidement le système de freinage ou alors les autres choses, mais les roues sont totalement usées, mais il est en route. Il transporte le sable à Edea, il amène à Yaoundé. Il y a même les véhicules qui partent dans les campagnes. Vous vous demandez que celui-ci, il porte quand même le macaron parce qu'il fait quand même un travail, je peux dire, une œuvre sociale. Mais lorsque vous le voyez traverser en contrôle quelque part, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais vous arrivez quand même avec un véhicule qui est relativement confortable et on vous arrête. Dans la plupart des cas, ces gens qu'on retient dans les postes de contrôle là, ce n'est pas réellement pour la sanction, comme vous avez dit, ou même pour la sensibilisation, comme vous avez développé tout à l'heure, mais justement pour essayer de vous perdre le temps, afin de vous extorquer de l'argent. C'est ce à quoi est limité le contrôle routier chez nous. J'ai cru entendre lorsque le syndicaliste appelé tout à l'heure, dans ses propos qu'il voulait dédouaner, n'est-ce pas, le système de sécurité, qu'ils n'ont pas assez de moyens pour travailler. Mais là aussi, je crois qu'il faut quand même attirer l'attention des forces ou alors du gouvernement sur ce point-là. Dans la plupart de nos axes routiers, lorsque nous voyageons, vous pouvez retrouver un camion qui a fait 3-4 jours sur place, soit au niveau d'un tournant, soit alors au sommet d'une colline, ou alors, n'est-ce pas, même là où il y a une route assez ouverte, on peut faire 70 ou 120 km. Garé pendant des jours et des jours, il est là, il n'a pas signalé sa position dangereuse en pleine chaussée, et il est en danger permanent. Mais on ne sait pas comment est-ce que les forces de l'ordre ne peuvent pas, ou alors je ne sais pas moi, l'État, le ministère des Transports, ne peut pas trouver des solutions pour que des véhicules qui ont déjà passé 2, 3, 4 jours au bosquet puissent être retirés de là pour, n'est-ce pas, aérer la circulation et puis éliminer le nombre de risques d'accidents et puis de morts qui peuvent survenir à ces endroits-là. Dans beaucoup de cas, les cas d'accidents de circulation que nous trouvons en route, il y a également ces phénomènes-là, des véhicules abandonnés sur la chaussée, lorsque l'État doit trouver des solutions pour retirer ces véhicules, ne le fait pas. Et ça cause d'autres accidents qui causent parfois aussi des morts. Monsieur Lombo, je vous donne ces statistiques que nous avons aussi pu obtenir dans nos recherches. Taux de vieillissement des véhicules au Cameroun, la moyenne d'âge est de 25 ans. Pourtant, si on va dans des pays comme au Tchad, on est à 10 ans. Certains experts estiment qu'il y a lieu de renouveler le parc auto. Au Cameroun, les véhicules sont relativement vieux. Et donc, on sait que la plupart des véhicules qui roulent, ou bien du moins, pour qu'un véhicule puisse rouler, il faut qu'il passe au moins à la visite technique. Mais malgré la prolifération des centres de visite technique au Cameroun, on retrouve toujours des vieux véhicules sur la route. Comment on comprend cela, Bruno? Alors, ce qu'il faut déjà préciser par rapport à l'état du véhicule, c'est que c'est seulement 17%. C'est-à-dire que les causes des accidents relatifs aux véhicules, c'est 17% au Cameroun. Donc on a environ 83% qui ne relèvent pas de l'état du véhicule. C'est pourquoi je disais que peut-être que nous sommes en train de diagnostiquer un problème, mais d'apporter les mauvaises solutions à ce problème. Non, on n'est pas encore dans les solutions. Là, on diagnostique d'abord le problème au niveau de l'état des véhicules, les facteurs mécaniques des causes. Oui, facteurs mécaniques des causes. C'est là, c'est clair, 17% de l'état du véhicule, c'est 17% dans la cause des accidents. Mais je voudrais qu'on s'apesantisse un peu sur un élément que je trouve fondamental. C'est l'élément de l'éducation de ces chauffeurs. Parce que il faut remettre en réalité la sécurité routière dans un processus de prévention. Parce que nous sommes ici en train de discuter sur les conséquences d'un phénomène, sans nous poser la question de savoir comment est-ce que ces phénomènes-là arrivent, quelles sont les dispositions qu'on pourrait prendre pour éviter cela. Lorsqu'on constate un accident, on ne fait qu'un bilan. Or, nous voulons tous que l'accident, lui, n'arrive pas. Autrement dit, nous devons nous appesantir beaucoup plus sur les éléments de contrôle, sur les mesures de prévention pour que cet accident, lui, il n'arrive pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut beaucoup plus s'appuyer là-dessus, sur la prévention des accidents, que de regarder les différentes conséquences. Parce que les conséquences ont effectivement des causes qu'il faut gérer en amont avec un mécanisme bien précis.
Peut-être que je suis un peu en avance sur votre agenda. Non, la question que je vous pose, est-ce qu'au niveau des centres de visite technique, tous les centres, ou bien il y a un travail approximatif qui est fait pour qu'on retrouve toujours les vieux véhicules en route? Ça, c'est encore systémique. C'est encore systémique parce que, en majorité des cas, quand vous arrivez dans les centres de visite technique, il y a toujours des éléments. Le syndicaliste l'a si bien relevé. Il n'y a pas de fantaisie dans l'attribution des... Très bien. Vous voyez l'état d'un véhicule. Tout le monde est sûr que ce véhicule ne devrait pas circuler. Et la corruption. Oui. Vous êtes certain que ce véhicule ne peut pas circuler, mais il circule quand même. Aux yeux, à la barre et au nez des forces de maintien de l'ordre et des autorités qui sont censées protéger les populations elles-mêmes contre ces véhicules en mauvais état de fonctionnement. On a parlé, c'est la corruption, parce qu'on délivre des visites techniques à des véhicules qui ne sont pas censés avoir ces visites techniques. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'au niveau spécifique de la visite, il y a des éléments sur lesquels on triche. Il y a une tricherie criarde sur les visites techniques. Un véhicule, si ceci n'est pas là, on vous dit quand même que bon, on va quand même faire passer ça pour que vous puissiez circuler en ville, mais après, vous venez nous voir parce qu'on peut arranger cette situation, mais on vous donne quand même la visite technique pour que vous puissiez revenir dans 5 clients et gagner. C'est la corruption bien organisée, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est mis en place pour entretenir un système. C'est de ça qu'il est question. Donc, la présence des véhicules techniques a des responsabilités. Il y a les pouvoirs publics, il y a les centres de visite technique et il y a l'individu lui-même qui va avec son véhicule pour avoir la visite technique pour pouvoir circuler. On a là donc affaire à un problème de mentalité et de morale. Parce que quand on regarde, 60% c'est des causes humaines. Quand on fait l'enchevêtrement et la succession de ces causes-là, on se rend compte que nous sommes dans un système qu'il faut complètement éradiquer. Quelle est la morale? Quelles sont les valeurs que nous véhiculons pour que tous nous soyons unanimes sur certaines questions, honnêtes sur certaines questions, et que nous puissions prendre les décisions qui s'imposent pour véritablement faire en sorte que cet état de choses n'arrive pas. Parce que n'oublions pas, notre objectif ici, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Polémiquer sur les différentes causes ne va pas changer le fait que si nous ne prenons pas les dispositions en amont, on aura toujours les mêmes conséquences. Mais quelles sont ces dispositions en amont à votre avis? Ces dispositions en amont, ça regarde maintenant les responsabilités. Tout à l'heure, je disais que la prévention routière, c'est d'abord prévenir. Lorsqu'il y a un accident, ça veut dire que le système a échoué quelque part. Autrement dit, on doit donc prendre les dispositions et des mesures pour faire en sorte que cet état de choses n'arrive pas. Premièrement, lorsque nous avons fait le tour sur les statistiques, on a relevé qu'on avait 60% des causes humaines. Autrement dit, c'est le chauffeur, c'est effectivement son état d'ébriété, est-ce qu'il a bien dormi, tandis que c'est des causes véritablement humaines qui sont liées au chauffeur. Est-ce que dans nos compagnies de voyage, est-ce qu'il y a un mécanisme qui suit ces chauffeurs? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui les forme? Dans le cadre de mon métier, par exemple, je suis souvent appelé à accompagner les entreprises de transport, c'est-à-dire de logistique, qui font le travail pour d'autres entreprises. Dans ces mécanismes-là, pour pouvoir travailler avec une grande entreprise, il y a un règlement spécifique, il y a des exigences que vous devez respecter, notamment concernant le trafic routier. Tous les chauffeurs sont audités, tous les chauffeurs sont passés au crible. Il y a des éléments sur lesquels on vous pose des questions. L'alcoolémie, la conduite défensive. Donc il y a tout un tas d'exigences pour lesquelles vous ne pouvez pas conduire un véhicule pour une entreprise tant que vous n'avez pas réussi à ces différents tests. Est-ce qu'on ne peut pas mettre cet état de choses Le contexte n'existe plus au Cameroun. Est-ce qu'on ne peut pas aussi envoyer cela dans les agences de voyage? Parce que dans les agences de voyage,
on constate une chose. Il y a un manque de management de la sécurité en elle-même. Alors que nous parlons de la route, la sécurité routière n'est pas prise en compte de manière spécifique pour élaborer et maintenir, faire vivre un système qui va justement permettre à ce que tous les conducteurs de l'agence de voyage puissent passer certains tests, puissent passer certains examens même, pour pouvoir être qualifiés à pouvoir conduire les véhicules de transport en commun. Donc c'est un problème systémique. Tant qu'on n'aura pas, et là j'en appelle à la responsabilité des pouvoirs publics pour dire que autant on met de l'énergie à la répression avec le code pénal, parce que c'est beaucoup d'articles dans le code pénal qui, n'est-ce pas, qui répriment les fautes sur la circulation, autant on devrait également mettre un accent particulier sur les systèmes de prévention à mettre en place dans les agences de voyage et dans les auto-écoles. D'accord. Parce qu'il va justement de la vie des Camerounais. Auguste Touquet, quand on observe des vieux véhicules roulés en route, est-ce que vous avez le sentiment que le travail est bien fait, non seulement au niveau des centres de visite technique, mais aussi en route, par les équipes de prévention qui ont en longueur de journée des cas pareils sur lesquels ils tombent, mais qu'ils laissent passer, curieusement? Ben, c'est chacun de vous qui avait présenté les statistiques et on est tous d'accord que les causes sur l'état des véhicules n'est que de 17% par rapport aux accidents de la route. Les autres sont humaines. Il faut relever que quand on parle de visite technique, ce n'est pas un garage. La visite technique, on amène un véhicule là-bas pour regarder son état et parfois il arrive qu'on dise que ce véhicule peut rouler, mais il manque ceci. En réalité, quand on vous dit qu'il manque ceci, on ne vous a pas dit d'aller rouler. Hein? On vous a demandé d'aller arranger cela. Quand vous n'avez pas arrangé cela, hein, vous êtes susceptible, vous n'avez pas de visite technique. Mais puisque aucun policier ne vous interpelle pour vous dire que mais pourquoi vous continuez à rouler. Et comme dans votre mauvaise foi, vous allez dire que je suis en train d'aller faire la visite technique. Hein? Je suis en train d'aller faire la visite technique. Ça veut dire que le frein à main qui manque là, c'est pour ça que je suis en train de rouler. Donc à partir de ce moment, il y a déjà un vide qui peut occasionner et les accidents et autre chose. J'ai été un peu sidéré quand le syndicaliste a eu à avoir son aveu d'échec par rapport à leur corporation, par rapport à leur système, en disant que faute de moyens et faute de communication, à la limite, ça veut dire que leurs syndiqués sont aux abois. Parce qu'ils n'ont pas de moyens et ils n'ont pas la communication. En réalité, le syndicat devait être une organisation d'encadrement. Et je pense que c'est le but même du syndicat. L'encadrement de ces chauffeurs, l'éducation de ces chauffeurs. Ça veut dire que le manquement qu'il y a eu au niveau de l'auto-école, si jamais il y a eu manquement, c'est une répétition pour que les chauffeurs-là soient toujours carrés dans leurs bottes. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été... Le ministre a fermé ses portes qu'ils ne peuvent pas continuer à faire ce travail? Je pense que non. Ce n'est pas une guerre contre les syndicats que je suis en train d'ouvrir. Je suis en train de dire que effectivement, il faut que la responsabilité soit reconnue et qu'on dise que les syndicats doivent faire leur travail. Je constate par exemple, pour le déplorer, qu'ils ont dit qu'il est dans le syndicat des conducteurs de taxi, etc. Il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Parce que vous allez dire que je suis de là-bas et que pourquoi j'en parle. Oui, mais quand c'est pas bien, il faut dire c'est pas bien. Il y a peut-être les chauffeurs de taxi, c'est un métier. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des sociétés bizarres qu'on appelle, je ne vais pas les citer, vous les connaissez, mais qui font la concurrence déloyale aux taxis. Et eux, ils sont syndicalistes. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'une voiture privée devient une voiture de commerce? Donc, une voiture de commerce doit avoir une licence de transport, elle doit avoir une assurance de transport, elle doit avoir ceci, cela.
Mais aujourd'hui, avec un téléphone, on appelle quelqu'un, il y a quelqu'un qui débarque et qui vous porte, vous dit 2 000 francs, 4 000 francs. Et les taxis sont en train de dépérir. Pendant que les taxis sont en train de dépérir par rapport à cette concurrence que moi j'appelle déloyale, il y a aussi les bensikineurs qui, eux, sont prêts à porter 2 ou 3 personnes sur la moto, au vu et su de tout le monde, devant les syndicats. Donc peut-être c'est ce genre de courrier qui dépose sur le ministre pour dire que pourquoi peut-on laisser ce genre de situation et ils n'ont pas de réponse. C'est que je comprends qu'ils sont aux abois. Parce qu'en réalité, on ne peut pas encourager que la moto puisse porter 2 personnes et prendre 1 000 francs devant tout le monde. Le taxi est en train de diminuer dans la ville comme un coup de chagrin. Le taxi est en train de disparaître. Parce qu'il y a une concurrence tout à fait déloyale vis-à-vis de... Alors que le taxi, c'est un métier. D'accord. Donc, nous pensons donc que les syndicats ont vraiment à faire. Et si jamais c'est ça leur cause, parce que c'est ce genre de dénonciation qu'ils font auprès du ministre, le ministre ne fait rien, c'est qu'il a le droit de s'énerver. Parce que c'est de l'énervement qu'il a eu à faire. À dire que nous déposons, nous pleurons, nous disons ceci, et rien n'est fait. Mais je pense qu'il ne faut pas désespérer. Parce que les taxis, moi j'ai entendu dire que les syndicats des taxis, je pense que c'est bien ça. Donc les taxis doivent exister. Et s'ils ont des syndicats, il faut que les taxis existent. Moi, je suis partisan du fait que dans une république normale, que les taxis existent. Et les taxis, les syndicats eux-mêmes doivent dire à leurs syndiqués de ne pas rouler avec un taxi qui n'est pas jaune. Parce que la réglementation du Cameroun dit que le taxi est jaune. Quand vous pouvez avoir un syndiqué qui a un taxi qui a 4 couleurs, et vous dites que c'est vous qui syndiquez. Quand vous pouvez avoir un syndiqué qui n'a pas de, on appelle ça quoi, de numéro de portière, hein, qui n'a pas de badge, et vous dites que c'est vous qui syndiquez. Donc il faut que, effectivement, les syndicats eux-mêmes aussi accentuent leur pression par rapport à leurs syndiqués pour que les choses aillent dans l'ordre. Moi, je suis de tout cœur avec eux pour que, effectivement, hein, les syndicats puissent faire leur rôle et que si jamais c'est le ministre qui les dérange, qu'ils continuent à dénoncer. D'accord, maintenant on va aborder les facteurs humains. S'il te plaît. Oui, je vais un peu revenir sur ce que M. Touquet venait de dire tout à l'heure. Permettez-moi, donnez-moi 1 minute. Je vais revenir sur la concurrence déloyale qu'il voulait faire allusion tout à l'heure. La concurrence déloyale, c'est les Yango, ils sont là dehors, on connaît tous ces gens. Nous avons écrit, nous avons déploré, à un moment même le ministre a fermé la porte à ces gens de Yango et qui les avait imposé les dossiers à faire. Je vous dis, il faut bien vérifier, il y a quelques Yango là dehors qui ont les papiers de taxi. Tout ce que le chauffeur n'a pas, c'est la capacité. Le permis T, qui n'en a pas. Il a son permis, le dossier d'une voiture complète. Sauf que le taxi doit être jaune. Bon, la couleur n'y est pas. Je suis d'accord avec vous pour la couleur. La couleur n'y est pas. Nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de dénoncer. Si nous dénonçons et qu'on ne fait rien, vous voulez qu'on fasse comment? Que nous courons, nous prenons le bâton pour taper sur les gens, nous ne pourrons pas le faire. Bon, pour revenir sur ce que nous avons dit par ailleurs, je voulais vous faire comprendre que le ministre des Travaux publics a dit à qui voulait comprendre à Mondiaux Vision que toutes les routes du Cameroun étaient arrivées à terme. Il fallait reprendre tout ça à zéro. Toutes les routes du Cameroun étaient à terme. Donc c'était complètement... la date était périmée, était arrivée à terme. Il fallait reprendre de nouveau ces routes. C'est pour ça qu'à moins de coups de frein, les goudrons s'enlèvent. Il faut relever ici que M. Etouké ne doit toujours pas tirer sur les syndicalistes, pourtant lui-même il en fait partie. Pas du tout. Oui. J'en connais, je connais ton syndicat. Je ne veux pas faire la publicité de ça ici. Merci. Mais j'ai dit, je suis le président du syndicat national des chauffeurs de taxi, car autobus assigné du Cameroun. Je n'ai pas dit du taxi tout simplement. Et en ce qui concerne les motos, ce n'est pas nous qui devrons aller arrêter les motos. Ce n'est pas le syndicat des taxis ou bien des camions qui devraient aller arrêter les motos. Il y a eu beaucoup de contrôles ici dehors. Vous connaissez quelque chose, vous êtes les responsables d'une fourrière. Vous connaissez ce qui se passe avec les motos ici dehors. Quand vous les arrêtez, par moment, on donne l'ordre, à un certain moment, on leur demande de ne plus les arrêter et de les laisser tranquilles. Ils sont là dehors, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont rien.
J'ai dit non, aucun papier, même la carte d'identité nationale, ils n'en ont pas. Mais ils circulent, ils transportent les gens. 4-5 personnes, comme vous venez de le dire. Mais nous ne pouvons pas courir syndicalistes pour aller arrêter les motos de quelqu'un que tu n'as pas le droit de faire ceci. Nous sommes là pour dénoncer, nous sommes là pour écrire. Et si nous écrivons, le gouvernement ne veut pas nous comprendre. Nous n'allons pas taper sur les doigts des gens. Et je disais tantôt quand monsieur Lombo vous parlait sur le problème des axes de la route, il était question qu'on mettait les alcotex dans les axes routiers. Ça avait existé. Ça avait existé. Actuellement, il n'y en a plus. On devrait de temps en temps stopper certains véhicules et les passer au texte, dans le contexte pour voir si ils ont tellement bu ou ils ont pris de la drogue. Ça se signale. Mais ça ne se fait pas. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les syndicalistes qui devraient aller faire tout cela. Parce que, à l'entame de cette émission, vous pouvez faire quand même le travail d'inspection, de vérification sur le terrain, tout au moins pour savoir si c'est fait. En collaboration avec les sécurité pour le contrôle. Nous avons demandé, même jusqu'à présent, nous demandons l'autorisation pour travailler avec eux en collaboration. Mais par moment, ils arrivent. Il y a 2 ans, on avait travaillé avec eux. Ils nous avaient permis de travailler avec eux. Eux, ils ont vu le résultat. Le transport applaudit, tous les assurances ont applaudi, la visite technique a applaudi. Tous étaient contents parce que notre répression a fait en sorte que les gens allaient faire leur papier. Votre répression, votre assistance. Hein? Votre assistance. Si vous voulez bien, merci. Oui. Puisque... Oui, allez-y. Alors, on va aborder, je voudrais qu'on aborde, pour avancer un peu dans le débat, on aborde les facteurs humains, et particulièrement le problème de permis de conduire. Arthur Assam, quel est le problème vraiment avec la formation des usagers de la route dans les auto-écoles? Bon, je crois que c'est... Je voudrais déjà faire un petit virgule tout à l'heure, parlant des syndicats, pour compléter ce que l'aîné tout à l'heure a dit, M. Etouké, que les syndicats doivent rester dans leur rôle d'encadrement. Je veux dire que non, c'est vraiment voir les syndicats avec un regard assez réducteur. C'est trop limité, c'est limiter les compétences d'un syndicat. Le syndicat n'a pas vocation à encadrer ses membres uniquement. Le syndicat, son rôle, c'est de faire dans la revendication, c'est-à-dire afin d'améliorer un secteur qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire là où nous sommes dans le domaine des accidents de circulation. Donc l'examen de cette question doit relever des compétences d'un syndicat pour dire au ministre, voilà telle chose qui ne fonctionne pas dans tel endroit pour telle raison. Et alors ils vont donc sur la table de négociation et puis on voit comment on peut améliorer les conditions d'existence et de fonctionnement dans ce domaine en question. Alors maintenant, pour revenir sur la question des permis de conduire, c'est également là-bas un autre, comment je vais appeler ça, c'est un autre domaine où c'est vrai qu'on n'a pas toujours raison de venir regarder les problèmes sous l'angle uniquement péjoratif, bien négatif. On devrait naturellement relativiser, mais lorsque la société nous impose d'avoir ce regard-là, c'est que c'est ce qui est établi comme réalité au sens de la compréhension de tout le monde. Alors, le problème du permis est que, comme le secteur de la corruption est trempé, c'est-à-dire littéralement, c'est à partir donc de permis de conduire que tout cela commence. Je vous ai fait savoir ici que la plupart des personnes qui conduisent des voitures ici dehors ne détiennent pas le titre de transport. Ils ne détiennent pas le titre de transport. Ils sont sur la route, sur la voie publique. Ils transportent des personnes qui ont des vies à protéger, à engager. 7000 Camerounais qui utilisent les voitures en route n'ont pas de permis. 7000. Donc, ou alors, 7000 ont des faux permis. Ils ont quand même un permis, mais qui est faux. Ça existe. Oui. Voilà, donc 7000 faux permis circulent dehors. Alors, qui délivre ces faux permis? Qui délivre? Le permis est obtenu à partir d'un centre de formation que vous avez appelé auto-école. Mais vous passez donc un examen qui est, je crois, organisé par le ministre des Transports. À la suite de ces tests-là, on vous délivre, au vu des compétences que vous avez pu déployer lors de vos tests, on vous délivre un titre de transport qu'on appelle le permis de conduire. Bon, allez-y voir donc, n'est-ce pas, la fulquerie qui se passe à l'intérieur de ce. C'est un énorme marché de corruption également. Beaucoup de personnes ne sont jamais allées à une école, ne sont jamais assis pour apprendre à lire,
ne serait-ce que la signalisation routière, bien panneaux sur la voie publique. Ils ne savent absolument rien du tout. Mais ils vous disent que moi j'aurai mon permis en juin ou bien en septembre. Avant même d'aller composer, il a commencé à faire la route. Il a commencé à faire la ligne, comment on appelle, la rond-point d'Aïdon, qu'on s'en va bien Banga. Il y va déjà. Avec le béret. Voilà, avec le béret sur les véhicules. Donc le permis de conduire, c'est, je ne sais pas comment je vais le dire ici, c'est une fantaisie qu'on ne peut pas admettre dans un pays normal. Et c'est également l'une des raisons pour lesquelles le taux d'accident et de mort sur la voie publique est élevé. Parce que ça va en droite ligne avec ce qu'on appelle ici l'incivisme. L'incivisme peut s'appréhender sur plusieurs plans. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas un comportement normal, un comportement responsable sur la voie publique, vous êtes un homme incivique, vous êtes un danger, vous devenez un danger pour la route. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir lire les panneaux, vous ne pouvez pas savoir lire la signalisation routière, vous ne pouvez pas savoir lire les kilométrages, la vitesse à aborder, vous ne savez pas ce qu'on appelle le sommet de côte, vous ne pouvez pas savoir à quel moment il faut faire un dépassement. Mais ça veut dire que vous êtes un danger pour la route. Pour nous qui faisons souvent ces voies-là, on se rend compte que chaque fois que vous partez même de chez vous pour prendre un axe comme la leçon numéro 3 de la Yaoundé, mais votre vie est exposée à tout moment. Pas de votre propre fait, mais du fait de ceux avec qui vous partagez la route. Parce que vous êtes normalement sur votre voie, vous roulez, mais que les obstacles et les risques et les dangers viennent en face de vous. Et ça arrive très régulièrement. C'est-à-dire que la voie est tout à fait tracée normalement. Tout le monde peut voir. Là où il y a 3 voies, par exemple, sur les montées abruptes et puis sur les voies là où elles sont généralement étroites, tout le monde peut voir. Voici une ligne continue ou alors, comment vous appelez, une ligne discontinue à côté d'une continue. C'est-à-dire ceux qui descendent ont la possibilité d'utiliser une seule voie, mais ceux qui montent doivent utiliser les 2 voies pour permettre à ce que les véhicules qui sont surchargés, qui n'arrivent pas à aller plus vite, cèdent la place à l'autre du côté gauche pour que l'autre puisse passer de la droite. Ils ne respectent pas cela. Un véhicule va sortir en sens inverse, c'est-à-dire en violant éperdument et visiblement la ligne continue pour venir vous agresser sur votre position. Vous n'avez pas demandé à être percuté là où vous êtes placé, mais vous voyez les gens arriver à côté de vous. Moi, j'ai eu ça 1 ou 2 ou 3 fois sur la voie publique. Et puis, vous vous demandez comment ils font. Et il y a une autre catégorie, généralement, qu'on appelle les hommes en tenue. Et ils croient qu'ils ont des permis spéciaux. C'est-à-dire généralement, ils circulent avec leur véhicule de l'armée ou bien de la police et tout. Mais ils pensent qu'ils sont soumis à aucune règle sur la voie publique. Ils violent tous les feux, ils violent toutes les barrières, ils font les vitesses accélérées là où il y a une limitation normale de vitesse, ils ne respectent absolument rien et ils sont aussi les premiers à être arrogants sur la voie publique. Donc, tous ces comportements-là sont des choses qu'on apprend à l'école. C'est-à-dire que le domaine il a dit que l'incivisme peut aussi se rabattre au civisme en matière de conduite. Donc si on est incivique, ça veut dire qu'on a fait une mauvaise formation à la base, la formation qui se fait à l'auto-école, parce que l'incivisme qui est grandissant et qui est généralisé dans l'espace public, c'est parce que beaucoup de gens ne sont pas passés par l'école de formation qui est l'auto-école. D'accord. Bruno Lombo, au-delà des permis de conduire obtenus dans le marché noir, comment est-ce que vous évaluez un peu les formations qui sont dispensées dans les auto-écoles? Parfois des auto-écoles sans agrément. Comment on comprend même déjà l'existence de ces auto-écoles qu'on peut appeler certaines brebis galeuses dans le secteur? Alors, pour moi, ce n'est pas tant la présence des auto-écoles qui ne soient pas légales ou bien qui seraient en train de fonctionner sous le radar des pouvoirs publics qui pose problème. Parce qu'on peut même sortir d'une auto-école illégale, mais savoir bien conduire, savoir bien se conduire. La véritable question réside dans le contenu qu'on met dans les formations d'auto-école. Bien évidemment, il y a le premier aspect, qui est l'aspect du code de la route. Et c'est véritablement là où toutes les auto-écoles mettent le plus d'efforts. Parce qu'il faut apprendre qu'on ne stationne pas ici, on ne fait pas de dépassement hasardeux, on ne fait pas de l'excès de vitesse, on dépasse à gauche, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. La ligne continue, on ne dépasse pas, on ne déborde pas la ligne continue. Donc, c'est tous ces aspects sur le code de la route, c'est-à-dire que comment on peut diriger un véhicule en respectant la signalisation. Ça, c'est un état de choses. Maintenant,
L'autre aspect fondamental sur lequel il faut également appuyer l'analyse, c'est l'autre contenu qui n'est peut-être pas mis en œuvre actuellement dans les auto-écoles. Je ne sais pas si tout le monde a un véhicule ici, mais nous, quand nous avons fait l'auto-école, il était essentiellement question de parler du code de la route. Rarement, bon, c'est vrai que j'ai eu le permis, ça fait quand même un peu longtemps, mais je ne sais pas s'il y a eu des révolutions, s'il y a eu des aménagements pour qu'effectivement, les formations qu'on reçoit à l'auto-école, qu'il y ait un minimum de morale et de civisme. Je crois qu'à ce niveau-là, le permis aurait tout son sens. Parce que ce permis-là vous donne effectivement le droit et la capacité de pouvoir conduire un véhicule et de pouvoir vous conduire dans la société. Parce que là également, ça va mettre un stop à beaucoup de choses. Les problèmes de corruption. Parce qu'il faut également dire au chauffeur qui prend le volant que vous n'avez pas besoin d'aller voir X ou Y pour avoir votre permis. Il faut passer par les voies normales. Il faut également dire au chauffeur que vous n'avez pas besoin d'aller au centre de visite technique, corrompre une ou deux personnes pour qu'on vous délivre, parce que vous êtes pressé, pour qu'on vous délivre une visite technique pour vous permettre de circuler alors que l'état de votre véhicule ne vous le permet pas. Vous oubliez carrément même qu'il s'agit de votre vie. Vous mettez votre vie à risque et vous mettez la vie des personnes que vous transportez à risque. Et c'est cela qu'il faut justement inculquer au niveau des auto-écoles, la notion du risque. Qu'est-ce qu'on met dedans? Quelle est la notion du risque qu'on inculque? Est-ce que les gens sont conscients des dangers qu'ils vont rencontrer sur la route? La route en elle-même n'est pas un problème. Et donc, on doit introduire, par exemple, un cours sur l'éducation civique dans le programme de formation? Moi, je crois que ça serait intéressant. Ça serait intéressant parce que, justement, et ça doit se refléter dans la législation. Parce que rien n'est fait actuellement, parce qu'il n'y a aucune législation qui contraigne effectivement les auto-écoles à prendre cet tas de choses vraiment à bras le corps. Donc, si dans la législation, et là on établit les niveaux de responsabilité, si le législateur prévoit justement que dans les cursus de formation de l'auto-école, on ne parle pas que du code de la route et qu'on introduit ces différents éléments sur la notion du risque, sur la notion du management de la sécurité routière, on va effectivement se rendre compte que la notion de prévention va prendre de l'ampleur et les chauffeurs qui sont habilités à pouvoir conduire vont justement prendre les dispositions parce que ça aurait été comme une contrainte. Quand on dit dans le code de Rousseau, bon, au Cameroun, vous ne roulez pas, vous roulez à droite. C'est une convention. Tout le monde respecte ça. Parce que justement, on a dit que c'est le code de la route. De la même façon, si on veut établir des règles morales et sociétales, il faudrait qu'on dise que sur la route, voilà les éléments que vous devez également respecter sur le point de vue des valeurs et de la morale civique. Et là, les choses vont commencer à se faire. Parce qu'il faut dire une chose, la prévention routière est d'abord une question de management et d'éducation, de formation. La prévention routière, c'est d'abord ça. Tant que vous n'avez pas un mécanisme ou bien un système qui prévient, qui élimine et qui substitue les risques, on va toujours se retrouver dans une situation où on gère les conséquences et c'est les bilans, c'est les morts et c'est ceci, c'est cela. Or, en prenant le taureau à bras le corps, en mettant en place des mécanismes qui vont nous permettre de mieux former effectivement nos conducteurs, de mieux mettre en place un mécanisme qui permette leur recyclage. Parce que l'autre chose, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'au sein des agences de voyage et partout où les conducteurs se retrouvent, qu'on ait un mécanisme également de contrôle. Mais combien d'agences de voyage aujourd'hui ont des responsables de sécurité? En interne? En interne. Combien vous en connaissez? Combien d'agences de voyage ont des responsables de sécurité routière? Or, c'est des questions qu'il faut qu'elles soient débattues avant que le chauffeur ne prenne le volant. Tout à l'heure, le syndicat parlait de l'alcotest. Si vous mettez l'alcotest pendant que le chauffeur est en route, je dirais que c'est trop tard. L'alcotest doit être justement un élément de prévention, c'est-à-dire qu'on doit tester le chauffeur avant qu'il ne prenne le volant et prendre une décision sur le taux d'alcoolémie
et de dire vous pouvez voyager ou vous ne pouvez pas voyager. À partir de là, on a stoppé un risque. On a pu maîtriser un risque en amont. Or, si on lui dit voyager et c'est en route, si avant d'arriver au poste de contrôle de l'alcotest, il fait l'accident, qu'est-ce qu'on va dire? Ça sera tard. C'est trop tard. Il s'est fait trop tard. Donc, les dispositions qui doivent être prises en amont. Mettre en place des systèmes, des mécanismes de contrôle, des mesures de contrôle qui vont faire en sorte qu'au lieu de faire le bilan, on fait plutôt la recherche d'évitement des accidents. Alcotest, il y a une batterie d'éléments comme cela qu'on peut mettre en place au sein des agences. Et le gouvernement, le législateur doit également prendre une disposition pour que ce soit défini comme tel dans les lois et les règlements. D'accord. Oui. Je pense quand même qu'il y a quand même à relever qu'une bonne partie de ces dispositions qu'il a énumérées, qu'il a évoquées, sont prises aussi dans les écoles. La plupart, généralement. C'est-à-dire que même en termes de civisme et autres. C'est-à-dire que mais là, ça reste strictement théorie. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le permis de conduire au Cameroun, c'est un serpent de mer en réalité. Et qu'est-ce qui dévoie ces différentes règles établies à l'intérieur de la formation ou bien des modules de formation dans les écoles? C'est parce que lorsqu'on aborde la route, on sort du cadre théorique qui est l'école, pour donc entrer sur la voie publique, pour conduire la voiture en route, on trouve notre système. C'est une autre réalité. Et là, qu'est-ce qui dicte la loi? C'est la corruption. Et c'est la corruption qui dévoie donc, qui noie donc tout ce qui a été fait au niveau de la formation à l'école, lorsque on est passé par là, parce que tout le monde est passé par l'école. Mais même pour ceux qui sont passés par l'école et qui ont fait ces formations-là, qui arrivent donc sur le terrain maintenant, sur la voie routière, ils changent totalement. Ils s'adaptent maintenant à la réalité. Maintenant, ils peuvent donc commencer à faire toutes les violations possibles du code de la route et puis passer par les filets du fait de la corruption, parce qu'ils peuvent payer à n'importe quel poste pour les infractions qu'ils ont commises pendant... Non, mais à vous entendre, on dirait qu'il n'y a que la corruption, que c'est la corruption qui est la cause de tous les accidents au Cameroun. C'est pas vrai. C'est pas la corruption qui fait les accidents, c'est pas la corruption qui fait en sorte que les gens ne suivent pas le code de la route. Non. En réalité, il y a un problème justement d'identité, de valeur. Quand je parlais de ça, je voulais préciser une ou deux choses là-dedans. C'est que lorsque vous n'avez pas défini le profil du conducteur au Cameroun, la corruption ou bien je vais dire quoi, l'environnement ne peut pas changer grand-chose. Ce qui peut changer effectivement, c'est le comportement qu'on inculque aux gens avant de prendre la route. C'est sur cet aspect-là qu'il faut véritablement s'appesantir et non s'appesantir sur les causes lointaines des accidents. La corruption, c'est une cause vraiment lointaine. Quand on cite les causes des accidents au Cameroun, on ne parle pas de la corruption là-dedans. C'est un aspect social qu'il faut prendre en compte, mais ce n'est pas une cause directe à l'accident. Donc, on parle de corruption, quand on parle d'accident de circulation, c'est probablement faire fausse route. Il faut s'appesantir sur la sensibilisation, la formation et les moyens de prévention pour qu'on n'ait pas des bilans catastrophiques à la fin. Auguste Touké, quand on parle de formation ou alors d'obtention de permis de conduire, je voudrais qu'on aborde un peu avec vous la formation des chauffeurs de camions, gros porteurs et autres, dont la plupart, selon nos investigations, sont formés dans le tas. Comment on comprend que des chauffeurs d'engins lourds, gros camions, puissent être derrière un volant au risque de commettre des accidents et tout le reste? Qui forme finalement ces chauffeurs? Bon, c'est dommage que le co-panéliste soit pas hargneux, mais qui disent que la corruption n'est pas un facteur fondamental dans les accidents de la route, parce que vous ayez été dans une auto-école illégale. C'est pas une cause directe. Oui. C'est pas une cause directe, mais c'est une cause lointaine. Que vous ayez été dans une école illégale, que vous ayez soyez candidat libre, il y a quelque chose qui régule le permis de conduire. C'est l'examen officiel. Ça veut dire que quand vous passez cet examen, vous avez la capacité de conduire. Mais si jamais vous passez cet examen sans avoir, vous avez ce diplôme, parce que c'est un diplôme, sans être jamais passé par une auto-école, c'est la corruption, tout simplement. Et forcément, vous ne pouvez pas avoir les aptitudes de celui qui est parti de là-bas. Et comme a dit le co-panéliste, le danger est très important, parce que vous avez pris la peine d'apprendre
à conduire, mais il y a un individu qui a eu son permis de conduire dans une boîte surprise, ça veut dire qu'il ouvre un sachet de ne sais pas quoi, il voit permis de conduire, et il se met en route avec vous. Et il tue un père de famille, comme ça, hein, et il a un permis de conduire. Donc c'est la corruption. Parce qu'en fait, l'examen, hein, devait faire enlever le vrai de l'ivraie. On se comprend? Ça veut dire que vous soyez passé à l'auto-école ou pas. Et maintenant, il y a aussi un autre problème. Il y a ce qu'on appelle le recyclage. Parce qu'il ne peut pas avoir un permis pendant 30 ans, hein, et vous croyez que vous êtes toujours apte comme... Oui. Donc, il faut ce qu'on appelle un recyclage. Ça veut même dire revenir à l'auto-école après peut-être 10 ans. Hein? Et qu'on vous repose des questions pour savoir si vous vous rappelez même encore, parce qu'on ne doit pas conduire par instinct. Il y a des gens qui conduisent par instinct. Parce qu'il y a 25 ans ou 40 ans, ils ont eu un permis de conduire et ils continuent à conduire comme ça. Mais si tu leur reposes les questions, ce panneau veut dire quoi? Il ne connaît plus. Mais il conduit quand même. Et il a un permis de conduire. Donc il faut quand même que le permis ne soit pas éternel et que de temps en temps, qu'on sache qu'on doit recycler. Pourquoi on doit recycler? Parfois même, la vue peut baisser entre temps. Mais vous avez un permis de conduire et personne ne vous dit rien et vous conduisez et vous tuez quelqu'un. Donc il faut un temps de recyclage pour éviter les accidents. Nous sommes sur les accidents de la circulation, les causes et les conséquences. Vous allez constater, par exemple, qu'on parle des accidents, etc. C'est déplorable quand même que dans une ville, on ait une catégorie de gens qui croient que tout est permis dans la ville. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui ne savent pas qu'un feu rouge existe. Quand eux, ils arrivent, systématiquement, ils peuvent passer. L'agent de force de l'ordre est de l'autre côté. Il regarde et dit que vraiment, ce n'est pas mon problème. Parce que ceci, cela. Parce qu'effectivement, c'est même toute la corruption. Quand ce monsieur est même interpellé, il ne peut avoir aucune conséquence parce que pendant que vous êtes encore avec lui, il appelle je ne sais pas qui, quel haut gradé de la police, qui dit que passez-moi l'agent. Et il dit que c'est mon cousin, laissez-le partir. Vous croyez que cet agent va encore interpeller qui? Parce qu'il ne sait même plus qui est le cousin. Parce que quand il apprenait son métier de police qu'on ne viole pas le sens interdit, on dit qu'on ne viole pas, on n'a pas dit que les cousins de tel peuvent violer le sens interdit. Ou bien ils peuvent violer le feu rouge. Mais par rapport au trafic d'influence, par rapport à ceci, cela, et ce monsieur, quand il va percuter quelqu'un, tous ceux qui disaient que laissez de c'est mon cousin ne vont jamais se placer là. D'accord. Mais si jamais ils étaient en train de l'interpeller pour lui dire que monsieur, il ne faut pas le faire, parce que ce n'est pas bien, nous pensons que les causes des accidents baisseraient. Donc les gens qui se sentent protégés, eux, ils pensent qu'ils peuvent faire autrement que les autres qui ne sont pas protégés. Malheureusement, nous sommes sur la chaussée et ceux qui veulent se protéger sont en danger par rapport à ceux qui se disent protégés. Donc c'est certain, tout ça c'est les causes aussi des accidents ou bien les causes de mauvais comportements des gens sur la route. Donc moi je ne pense donc pas que si jamais l'examen officiel était un régulateur normal, on ne peut pas dire que quelqu'un qui n'a pas été à l'auto-école puisse se passer le permis de conduire, parce qu'il ne peut pas, soit il a appris, hein, fondamentalement, dans le tas, il a appris, parce que le code routier, on peut l'apprendre chez soi, hein, mais pour apprendre aussi la pratique, il faut quand même aller à l'auto-école. Mais s'il lui l'a appris dans le champ, c'est sa chance, parce que le jour de l'examen, il ne sera pas dans le champ, il sera devant un examinateur qui peut quand même savoir s'il peut conduire. Mais ce monsieur n'a jamais été nulle part. Il a conduit dans le champ et on vient lui donner un permis de conduire à la maison. Vous voyez que c'est un danger. D'accord. C'est un danger. Et c'est des causes des accidents. Sur la formation des gros porteurs, des chauffeurs de gros porteurs. Oui, en principe, il faut dire la vérité. Nous n'avons pas des auto-écoles qui forment des chauffeurs de gros porteurs, je veux dire des semi-remorques. Mais nous avons quand même des auto-écoles qui ont des cars. Hein, qui ont des cars. À l'époque, il y a quand même des camions. Oui. Il y a des camions aussi dans certaines auto-écoles ici, dans la ville. Des auto-écoles qui forment des chauffeurs. Des chauffeurs avec les camions, oui. Mais il n'y a que des semi-remorques qu'on ne les forme pas. On les forme toujours dans l'État. Il n'y a pas d'auto-école qui forme des chauffeurs. Ils apprennent derrière d'autres chauffeurs. Derrière d'autres chauffeurs, des gens apprennent sur le tas comme ça. Et ils conduisent comment après? Sans permis de conduire ou bien qui délivre? Il y en a même qui conduisent sans permis de conduire, sont beaucoup. Il y a beaucoup de camions que vous voyez dehors là. Leurs motoboys conduisent, ils n'ont pas de permis de conduire.
quand le chauffeur est parfois fatigué, il passe le volant à son motoboy de l'aider. Et quelquefois, quand ils arrivent, soit peut-être à l'entrée de la ville, ou soit dans la ville, ils demandent au conducteur d'aller placer son motoboy, d'aller placer le véhicule soit au garage, soit à la zone de repos. à la zone de repos, ou soit aller s'aligner comme il va recharger plus tard. Et vous voyez parfois en cours de route, ils font des accidents. Et c'est en ce temps-là que vous voyez le chauffeur, le vrai titulaire venir se présenter que c'était moi. Or, au départ, ce n'était pas ce monsieur. Parfois, il stationne mal. Oui, c'est pour ça que nous demandons qu'on essaye de frapper très fortement pour des choses pareilles. J'ai voulu dire à mon copanéliste tout à l'heure qui parlait du code de la route. Pourquoi on ne peut pas insérer le code de la route dans le programme scolaire? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est moi qui pose cette question. Okay. Pourquoi on ne peut pas l'insérer par exemple, dans le programme scolaire? Ça devrait permettre que peut-être la CIL, au coût moindre déjà, peut-être avant d'aller, chacun devrait connaître le b.a.-ba du code de la route. Je dis, comment traverser la route? Tout à fait. On circule de quel côté de la route? Le piéton a un côté de la route pour circuler. Mais aujourd'hui, nous on circule, on traverse la route n'importe comment. Ça, même devant les intersections. À notre époque, il y avait les leçons de morale. Oui, on disait que pour traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite. Voilà. Éducation civique. L'éducation civique. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Allez-y. Oui, je voulais continuer en disant que, toujours sur la lancée de tout à l'heure, nous avons constaté, comme disait mon copénaliste de la droite, que ici au rond-point, par exemple, en dehors du rond-point, même ici dans la ville, il y a au moins 40% des véhicules qui roulent avec les chapeaux sur le bord, le béret, sur le bord de tableau. Ou les ceinturons. Ou bien des ceinturons, qui ne sont ni policiers, ni gendarmes, ni rien. C'est des chapeaux, parfois des bérets qui vont payer dans des brocanes. D'autres même qui vont, des vieux chapeaux qui vont prendre chez leurs camarades, leurs frères qui sont policiers ou gendarmes. Ils viennent même à poser sur le tableau de bord parce qu'ils veulent fuir le contrôle, ils n'ont pas de papier. Au vu de cela, on se dit que bon, c'est un policier ou c'est un homme en tenue, on le laisse partir. Nous avons décrié tout cela. Et pour revenir sur ce que M. Etoke disait tantôt, nous avons écrit pour dire au gouvernement que, attention, il faut faire le recyclage après 5 ans, après 10 ans, ça dépend de l'âge de tout un chacun. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement ne veut rien faire. Mais nous passons le temps toujours à écrire. Ce n'est pas pour autant dire que nous sommes fatigués d'écrire, nous continuons toujours à écrire pour le dire, voilà, attention, voilà. Bon, si le gouvernement ne peut pas prendre en charge ce qui le concerne, ce n'est pas nous. Alors, Arthur, nous sommes en train d'aborder presque le dernier virage de l'émission. On va examiner ce dernier axe de discussion avant d'entrer dans les solutions. On parle un peu des compagnies de voyage, qu'on appelle communément agences de voyage. Comment est-ce que vous examinez, vous évaluez un peu le fonctionnement de ces compagnies, les mesures prises pour l'encadrement ou alors la formation ou le recyclage des chauffeurs au sein des compagnies? C'est vrai que très souvent, il y a des compagnies qui font des accidents et des mesures sont prises par les pouvoirs publics, mais on retrouve toujours des compagnies qui sont toujours impliquées dans des accidents sur la route. Globalement, quelle est l'analyse que vous faites du fonctionnement de ces compagnies de voyage au Cameroun? Bon, je ne voudrais pas quand même être catastrophiste sur toutes les prises de position ici, mais j'imagine quand même qu'on ne puisse pas être capable de créer une entreprise de transport de ce niveau et ne pas établir les b.a.-ba de la formation. Peut-être que ce n'est pas connu du grand public, mais comme il le relevait tout à l'heure, je crois que quand on a une entreprise de transport, il y a quand même des règles qu'on s'impose à soi-même. C'est-à-dire qu'avant que les règles nous viennent de l'État, dans le sens de la sanction ou bien de la régulation. Donc, j'imagine, peut-être que le syndicat va nous dire davantage, j'imagine quand même que, et l'ENE aussi, que ces différentes agences de voyage ont un cahier de charges.
Et c'est sur ce point-là qu'ils sont souvent jugés lorsqu'il y a eu accident de circulation qui a fait des morts. Parce que je crois que les ministres ou bien le gouvernement, lorsque l'État vient frapper, c'est sur la base du cahier de charge qu'on a donné à une agence de voyage ou alors à une entreprise de transport. Donc je pense quand même qu'en interne, les agences de voyage peuvent être catégorisées de deux façons. On peut en avoir deux catégories généralement. Et il y a ceux qui font quand même l'effort de montrer un peu le sens élevé de responsabilité que nous pouvons aussi voir dans leur façon de travailler et qui ont aussi quand même un nom dans l'espace public. Ces gens sont connus ici, dans la ville de Douala, et puis à Yaoundé qui sortent quand même du lot. C'est-à-dire que tu peux quand même arriver à trouver un service qui est quand même bien fait. Vous trouvez un chauffeur qui vous conduit, qui se comporte très bien sur la chaussée. Vous allez quand même arriver avec un accueil qui est satisfaisant. Et puis la qualité des véhicules aussi. D'accord. Bon, maintenant, il y a une autre catégorie. Donc ça sont les bricoleurs. C'est-à-dire ceux qui font le clando, généralement. Non, il y a même d'abord une catégorie intermédiaire qui ont aussi des agences, mais avec un fort niveau de négligence. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un bus, là, vous trouvez qu'à l'intérieur du bus, tout est totalement délabré. Les sièges sont déjà déchirés, il y a les cafards un peu partout. Et puis, vous allez voir l'état du véhicule. Ça va d'abord vous faire comprendre que, bon, ici, là, vraiment, s'il y a un cahier de charge, ce cahier de charge n'est pas respecté. Et donc, généralement, lorsque vous allez voir l'état de service, c'est des agences qui se font démarquer ou à remarquer par des accidents à répétition, parce qu'il y a un niveau de négligence, d'abord dans l'organisation, qui se poursuit, n'est-ce pas, avec donc ceux qui portent les responsabilités, notamment les chauffeurs, qui doivent donc conduire les passagers d'une ville à une autre. Maintenant, il y a la dernière catégorie, ce sont ceux qui sont dans le clando pur et simple, qui chargent ici à Yassa, qui chargent ici à Bekoko, ou bien ici au rond-point d'Aïdo, et qui ne sont soumis, on ne sait pas à quelles règles ils sont soumis, et on voit seulement le bricole dans lequel et le danger dans lequel ils exposent leurs passagers, et c'est ça qui reste à désirer. Donc c'est ça qui est à regretter. Mais je pense quand même que dans la nomenclature, n'est-ce pas, des agences de voyage, il y a quand même ces agences qui se distinguent par quand même une qualité de service qu'on peut quand même apprécier. Donc, il y a ceux qui se débrouillent, peut-être à leur niveau aussi, mais il y a aussi les brebis galeuses. Bruno Lombo, comment comprendre que la plupart des entreprises de voyage refusent, je n'ai pas envie de dire refusent d'être tranchées sur la question pour dire refusent catégoriquement de se conformer à la réglementation en ayant des locaux appropriés ou alors le personnel formé ou qualifié. Qu'est-ce qui coince à votre avis? C'est une simple question de mentalité. Les chefs d'entreprise, pour les côtoyer au quotidien, n'aiment pas dépenser de l'argent. Parce qu'ils trouvent que le volet sécurité en entreprise, c'est un perdant. Ça ne sert absolument à rien. De la même façon que les entreprises industrielles fonctionnent, c'est la même mentalité qu'ont les responsables des agences. Ils se disent que la question de la sécurité ne sert à rien et qu'on ne va rien faire pour cela. Au point où ces chefs d'entreprise, je vous parlais tout à l'heure des entreprises sous-traitantes pour les grandes, pour qui ces sous-traitants-là font des activités de transport. C'est lorsque la grande entreprise vous exige de passer un audit et de vous qualifier à faire son transport que ces responsables de sous-traitance-là font appel à des experts pour venir mettre en place un système de sécurité. C'est tout vous dire. C'est de la même mentalité. Par contre, si les pouvoirs publics sont vraiment désireux de réglementer cet état de choses et de mettre la prévention au centre des débats sur la circulation routière, on serait en train d'imposer ou bien on serait en train de légiférer sur les moyens de mettre en place des mécanismes ou bien des systèmes au sein des entreprises, les contraindre à le faire pour prévenir justement ces différents accidents de la circulation et bien d'autres. C'est de ça qu'il est question en réalité. Une question de mentalité. Donc on a encore besoin, on ne va pas aussi tirer sur les chefs d'entreprise. Parce que ce n'est pas évident aussi dans un contexte comme le nôtre,
avec les taxes qui n'en finissent pas, avec les éléments sur le fonctionnement, avec le coût de la vie qui est cher, on ne pourra pas aussi dire qu'ils sont fautifs sur toute la ligne. Par contre, on peut facilement trouver le juste milieu en faisant des réformes inclusives où tout le monde pourra donner sa participation pour essayer d'endiguer justement cet état de choses. Parce qu'il ne s'agit pas simplement des responsables d'agences. Il s'agit des pouvoirs publics, il s'agit aussi de la société. Nous qui sommes transportés dans ces différentes agences-là, nous avons également notre part de responsabilité. Donc chacun à son niveau doit pouvoir tirer ou bien prendre parti de ce qui le concerne et véritablement faire ce qu'il faut. Mais là, il faut une véritable volonté politique, il faut une vision pour mener à cet état de choses-là pour que ce soit une réalité palpable sur le terrain. D'accord, on va... Pardon, ici, je voulais dire, je voulais remercier quand même le ministre des Transports par rapport à l'obligation de mettre les caméras dans tous les bus. Là, il faut dire la vérité, il est obligé, comme les caméras dans tous les bus, et là, ça permet qu'il y ait un peu de la sécurité dans des bus et que les passagers mettent les ceintures de sécurité. Non, c'est obligé, c'est obligé. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que la caméra va empêcher l'accident? Non, déjà, ça n'empêche pas l'accident. Ça veut dire que c'est une mauvaise solution au réel problème. Non, là, il est en train de gérer, ça c'est une mesure pour gérer les conséquences. Si on empêche le surcharge, non? Non. Même pas seulement la surcharge, mais je vais vous dire, monsieur Bruno, je vais vous dire que par moment, dans les bus, vous entendez des voix, on interpelle le chauffeur qui dort au volant. Oui. Ce n'est pas le passager qui l'interpelle. L'interpellation vient de très loin. Monsieur, vous êtes en train de dormir. Monsieur le chauffeur, vous êtes en train de dormir. Attention, monsieur le chauffeur. Parce que il y a 2 jours, au bas là, un bus a apporté 3 personnes qui partaient en Ziki. Et puis, arrivé au bas là, ils ont été neutralisés par ces malfrats qui les ont tenus tous en alerte. Tout le bus, ils ont pris 2 millions. Et puis, c'est grâce à le fait que le convoyeur soit échappé lors de cette comment il avait dit ça, lors de cette agression, qu'il allait alerter à la brigade de Bala qu'on est venu. Mais s'il y avait les caméras à l'instant T, on pouvait quand même échapper facilement à ce genre de... D'accord, on va sortir. Mais bon. D'accord, on va sortir par l'émission avec les solutions maintenant. Je commence par vous, Auguste Etoki. Comment comprendre que malgré les sanctions que le gouvernement prend souvent à la suite des accidents, le retrait de permis de conduire, suspension d'agences, etc., que les agences continuent, ou bien que les accidents de la circulation continuent, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il faut durcir finalement ces mesures-là? En quelques minutes. Oui, en quelques minutes, je vous dirais d'abord que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc c'est les usagers ou bien les passagers qui sont responsables de leur propre sécurité. Vous venez dans une agence que vous trouvez tout à fait sale, etc., et vous prenez quand même votre ticket, alors qu'il y a des agences à côté qui peuvent faire le travail. Nous avons l'exemple qui vient du Nozo. Il n'y a pas que du mauvais. Ou peut-être que quand un taxi n'a pas les mesures normales, personne ne le prend. On ne se met pas en route pour dire que ne le prenez pas. Mais la population ne le prend pas. Peut-être que vous allez toujours voir dans le Nozo, on ne fait pas une surcharge. Parce que quand quelqu'un est déjà dans son taxi, quelqu'un ne vient pas monter. La police d'abord ne le permet pas, le chauffeur ne le permet pas. Mais ici, de ce côté, tout est permis. Donc pendant que vous dites que, mais monsieur, pourquoi vous voulez surcharger, il y a quelqu'un qui vous bouscule pour vous dire que comme vous êtes un blanc là, laissez-moi passer et il va prendre le taxi. En fin de compte, vous risquez de rester là toute la journée sans avoir le taxi parce que tout le monde se dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, nous ne pouvons se prévoir de sa propre turpitude et c'est nous-mêmes qui sommes enclins à favoriser le désordre qu'il y a et l'insécurité qui perdure. D'accord. Arthur, nous sommes en pleine période de densification du trafic. Il y a des voyages, les enfants vont en vacances, etc. Comment stopper la saignée, prévenir les accidents? Je voulais compléter ce en quelques minutes. Oui, c'est parce que nous avons observé, c'est pendant le Covid-19, qu'on a assaini un peu le secteur des transports, par taxi notamment, on n'a pas
on a demandé au taximan de ne plus serrer les passagers à l'intérieur des taxis. Et la mesure avait été très salutaire. Parce que là où vous prenez votre place devant, côté passager, mais côté passager, effectivement, vous n'avez pas besoin d'être serré parce qu'on vient vous coller quelqu'un d'autre à côté au niveau de la portière. Et je crois que les gens respiraient vraiment parce que la mesure avait été acceptée par la population. Mais je ne sais pas ce qui a changé. Moi, j'avais demandé un jour à un taximan à cette époque, mais qu'est-ce qui change fondamentalement? C'est juste parce que vous voulez profiter d'un 300 de plus que vous permettez alors généralement de mettre les gens mal à l'aise. Et puis, c'est devenu une habitude. Et malheureusement que le Cameroun a accepté la surcharge. Et vous voyez, la surcharge, elle se pratique à l'intérieur, dans les zones urbaines, dans les taxis, et même lorsque vous voyagez, c'est-à-dire que dans le cas du transport interurbain. Et donc, en quelques mots, comment on prévient, comment on renforce la prévention? Bon, la prévention, je crois quand même que le travail est généralement fait lors des grandes périodes d'intenses activités de trafic. C'est-à-dire que les fêtes de fin d'année, on voit quand même comment la police et la gendarmerie se déploient, n'est-ce pas, pour sensibiliser au niveau des agences de voyage, pour faire la prévention au niveau des axes routiers. Bon, maintenant, je crois que le même travail continue à l'intérieur des agences de voyage où on parle, on éduque davantage, on rappelle à l'ordre les chauffeurs qui portent la responsabilité des vies humaines. Mais il faut également dire que les accidents ne vont jamais finir de façon totale. On ne va pas éradiquer les accidents. C'est-à-dire que même si les voitures sont en bon état, même s'il y a la sensibilisation, même si on renforce les modules dans l'éducation, l'accident reste l'accident parce que parfois l'accident est imprévisible. Robert Famba, c'est ça qu'on appelle l'accident. Comment on prévient les accidents en période de trafic très dense? Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Quelles sont les solutions que vous pouvez donner rapidement? Oui, en cette période, il faudrait seulement qu'on déploie les gens pour faire la sensibilisation en route. Il ne faut pas seulement qu'on interpelle les gens rien que pour les réprimer. Pour les réprimer. Il faut qu'on apprenne aussi à sensibiliser les gens, puisque honnêtement, quand on dit prévention et sécurité routière, à quel moment on fait la prévention? Bon, je crois que le ministre prendrait sur lui d'envoyer les gens à une période, au moins un mois avant, pour sensibiliser les gens, afin de faire la répression les mois qui suivent. D'accord. Bruno? Oui, je dirais tout simplement à la suite de mes copanélistes qu'effectivement, c'est la prévention le maître mot. Il faut prévenir. Maintenant, quels sont les moyens efficaces de prévention qu'on peut mettre en place? Ça, c'est encore une autre question. Mais pour déjà éviter que les accidents ne se multiplient sur nos routes, c'est d'abord la sensibilisation. C'est-à-dire que avec les chauffeurs, ceux qui sont les acteurs, parce que s'il faut faire une analyse pragmatique, 60% c'est la cause humaine, donc c'est lié à l'état du chauffeur et à son état d'esprit. Donc il faut véritablement travailler la conscience et la mentalité du chauffeur pour que ce soit quelque chose de vraiment précis. Mais par contre, pour véritablement résorber ce problème, il faut penser système, il faut définir les objectifs qu'on voudrait atteindre à certains horizons par rapport au trafic routier, par rapport aux accidents de la circulation. Il faut également définir les responsabilités des différents acteurs, les législateurs, les compagnies de voyage, les citoyens, pour qu'effectivement tout cet ensemble-là puisse contribuer à mettre en place un mécanisme et un système qui puisse permettre de prévenir de manière efficace les accidents en travaillant en amont plutôt qu'en aval. Et c'est ce qu'on retiendra finalement de ce débat. Merci, cher monsieur, d'être venu pour apporter votre contribution au débat de ce soir sur les accidents de la circulation. Nous vous souhaitons bon retour à vos domiciles respectifs sans accident et bien prudemment, évidemment, sur la route. Pédale douce. Oui, bien entendu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle édition de Cartes sur table sur STV. Bonsoir à tous.